Il n'y a pas de recette magique. Il y en a qui prennent le chemin des collèges américains, de l'académie. Hey, moi, là, c'est vraiment en Europe que je vais aller. T'sais, oui, c'est bien, mais c'est pas nécessairement ça, la recette du succès. Donc, le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment d'être ouvert d'esprit puis d'être à l'écoute surtout. Pendant 12 matchs lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, il y a des matchs qui ont marqué notre imaginaire. On vous sentait invincible? Ouais. On était tellement soudés, unis que, au final, t'affrontais pas juste 11 joueurs, là, t'affrontais 23 joueurs plus les 15 staffs qu'on avait, puis on savait qu'on allait trouver une manière de gagner. On sentait que le pays était derrière nous. T'sais, on avait l'impression justement que les gens de l'extérieur avaient le goût de sauter sur le terrain pour nous aider tellement qu'ils étaient derrière nous. Là. Au final, c'était vraiment tout le Canada contre les 11 joueurs qu'on affrontait. Là. Si on t'avait dit un jour que tu jouerais contre Messi, c'est comment jouer contre lui? Tu sais, Messi est connu pour un joueur qui marche beaucoup, qui analyse beaucoup. Plus que tu touches au ballon, plus que tu es impliqué, plus que tu prends confiance, puis mieux que tu es dans le match. C'est fou de voir à quel point lui, il n'a pas besoin d'être impliqué. Une action, boum, peut faire la différence. Il est tellement bon avec ses bras, son corps, pour faire en sorte que tu puisses pas justement poker le ballon. Vraiment impressionnant. Mais tu sais, sur le terrain, il a l'air de rien. Samuel Piette, tu es le capitaine du CF Montréal, le club avec qui tu évolues depuis l'été 2017. Dans tes 7 ans avec le club, tu es le joueur ayant cumulé le plus de minutes de jeu dans l'histoire. En plus de tes exploits avec le club montréalais, tu évolues avec l'équipe nationale senior depuis 2012 et tu as fait partie du groupe qui est resté invaincu pendant 12 matchs lors des éliminatoires menant à la Coupe du Monde. Tu es également le joueur qui a enchaîné le plus de matchs consécutifs en disputant 51 rencontres d'affilée entre l'été 2017 et la saison 2019. Tu as joué en France, en Espagne, également en Allemagne entre 2009 et 2017. Samuel Piette, merci énormément d'être sur le podcast Histoire de foot aujourd'hui. Un grand plaisir. Merci. Merci de m'avoir. Sam, t'es un gars de la place. T'es né à Repentigny, dans le nord de Montréal. Comme beaucoup d'entre nous, t'as certainement eu la chance, quand t'étais jeune, de faire plusieurs sports. Peut-être du foot, peut-être du hockey, peut-être du tennis. Au meilleur de tes souvenirs, quand remontent tes premiers moments dans le foot? Bonne question. Normalement, la question qui est posée, c'est à quel âge tu as commencé à jouer au soccer. Ça, je le sais. C'était à 4 ans. À 4 ans. Mais mes premiers souvenirs, dur à dire. C'est sûr que j'avais sûrement le classique chandail Timbits. Ouais. À 4 ans, j'ai mon garçon justement qui vient de commencer. Est-ce qu'il joue un peu? Il vient de commencer samedi dernier. Le moment qu'on enregistre ça fait... Il vient de commencer, ça fait même pas une semaine. C'était un peu désorganisé. Je pense que c'est très normal à cet âge-là. Donc, c'est sûr que j'ai pas ces souvenirs-là à cet âge-là. Mais mes premiers souvenirs, c'était justement de jouer à Repentigny, à la Gardeur, là, avec mes cousins. Mes cousins Gabriel et Mathieu, qui habitaient dans le temps à 8 maisons de chez nous, sur la même rue. On faisait pas mal tout ensemble. Puis eux, en étant un peu plus vieux, c'était un peu mes modèles. Donc, dans le fond, eux, tout ce qu'ils faisaient, je voulais le faire aussi. Puis eux ont commencé à jouer au soccer avant moi. Donc, je me souviens d'avoir dit à mes parents, je vais faire comme eux. Puis finalement, j'ai commencé à jouer au soccer comme ça, kicker des ballons au parc des Artisans à côté de chez moi. Donc, j'ai pas de souvenirs précis. Ouais. Je sais que ça a commencé à 4 ans à cause de mes 2 cousins. Mais ouais, mes souvenirs sont un peu flous là, à ce moment-là. 4 ans, tu joues au foot. Et je pense que rapidement, tu intègres le club du FC Boisbriand. Vous aviez un bon club à ce moment-là. Je pense FC Boisbriand, c'est venu un peu plus tard. FC Boisbriand, c'était quand j'avais environ 12 ans. 12 ans. Mais sinon, tu sais, avec les équipes de Repentigny, donc récréatif, évidemment, que le nom change à chaque année. Bien sûr. Ma première équipe, c'était les Lionceaux de la Gardeur. Là, donc, pas très, très épeurant comme nom d'équipe. Mais à 4 ans, c'est bien correct. Puis sinon, quand tu commences le A, c'est les Tornades de Repentigny. Le 2A, c'est les Olympiques. Après ça, il y avait le 3 quand t'arrivais, je pense, à 9 ans ou 10 ans. Donc, j'ai fait ces équipes-là à Repentigny. Puis c'est ça, à 12 ans, là, je suis allé avec le FC Boisbriand où c'était un peu plus sérieux dans le sens où, avant moi, c'était les meilleurs joueurs de chaque région. Tu sais, on avait la région de Lanaudière qui était représentée. Donc, les joueurs de Repentigny, Terrebonne, Mascouche. Les meilleurs joueurs jouaient pour Lanaudière, qui jouaient contre les meilleurs de Laurentides, donc Boisbriand, Laval, t'avais pas Chomédé, mais Chaudière-Appalaches, etc. Puis à un moment donné, il y a
pas un virage, mais un changement où c'était vraiment les villes. Donc, c'était plus les régions, c'était les villes. Puis Boisbriand était pas mal une grosse équipe. Vous avez un bon club, là. Ouais, super bon club. La génération 94, tu jouais avec Jason Beaulieu, peut-être? Oui, exactement, avec Jason Beaulieu. Il y avait lui, il y avait Samuel Leblanc, qui est venu avec moi en France, exactement. Il y avait Philippe Lincourt, qui était très, très bon aussi, qui a grandi à Laval. Puis on est allé l'entraîneur, en fait, Lynn Beauregard, qui était l'entraîneur de cette équipe-là, est allé le chercher. Michelot Hyacinthe, Jean Lamotte, Cody Roach. Donc, ouais, non, il y avait... On s'était monté un bon club. un gros club quand même, parce que à ce moment-là, on commençait les équipes du Québec, le CNHP, Centre national d'autres performances. Puis là, ça se parlait. Il y avait des affinités qui se créaient, des amitiés. Puis au final, on s'est dit, ben, tu sais, si on peut tous jouer ensemble à chaque fin de semaine, oui, on s'entraîne ensemble à chaque jour au Centre national d'autres performances, mais si on est capable de compétitionner ensemble, ça serait cool. Puis Lynn Beauregard, qui était l'entraîneur, tellement une bonne personne avec qui j'ai encore une super belle relation, là. était vraiment ouverte d'esprit de faire ça, puis elle est tellement accueillante. Elle était aussi à cette époque-là, donc tous les bons joueurs qui voulaient venir jouer pour le club, elle les accueillait, puis on s'est monté un pas pire club. Ouais. Jason, il me disait que Lynn a eu un impact incroyable sur lui. Elle voyait le foot d'une certaine manière. Je pense qu'elle avait vraiment une bonne relation avec les joueurs. C'est quoi les souvenirs que tu as avec elle? Ouais, ben, j'en ai tellement parce que même avant que j'arrive à Boisbriand, je connaissais déjà un peu Lynn. Puis c'est un peu pour elle là, que je suis allé à Boisbriand. Pas pour jouer avec des bons joueurs, mais je savais à quel point c'était une bonne personne, puis qu'il voulait bien faire, puis que, tu sais, était sérieuse dans le foot. Que je me suis dit, ben ça peut être intéressant pour moi, mon développement, d'aller à Boisbriand, plutôt. Puis après ça, on a bâti une relation qui n'est même pas rapport au foot, là. Tu sais, je suis complètement à part, mais tu sais, je suis dans l'industrie un peu des chalets, location court terme. C'est elle qui m'a lancé là-dedans. Fait que, ouais, non, tu sais, ça va. Tu sais, on se voit souvent. Je suis encore un de ses fils, Pietro, c'est un de mes très bons amis. On se voit parfois avec ma conjointe, puis sa conjointe à lui. Donc, ça va au-delà du soccer, là, vraiment. Là, c'est des amis très, très proches. Mais ouais, elle a joué un gros rôle, justement, à m'accueillir à Boisbriand, à me supporter. Puis, ben, c'est sûr, là, c'est elle un peu qui m'a amené en France, qui a lancé ma carrière. Pas professionnelle, parce qu'à ce moment-là, quand j'ai 14 ans, tu sais, c'est pas professionnel, mais c'est elle qui me fait goûter à un autre truc que le soccer québécois, le soccer canadien, c'est vraiment le soccer européen. Puis c'est là que j'ai connu que c'est quoi le vrai foot, mettons. Le haut niveau. Ouais. Et parlons-en un petit peu de ça. 14 ans. Tu t'envoles vers Metz et tu dis que Lynn est un petit peu derrière ça, mais je pense qu'également à ce moment-là, et corrige-moi si je me trompe, la Fédération de soccer du Québec a une alliance avec Metz. Il y a certains joueurs du Centre national de haute performance qui vont faire des essais là-bas. Et je pense que tu commences avec un essai qui devient concluant. Parle-nous peut-être un petit peu de ce moment-là. Oui, le premier essai, c'était pas nécessairement moi, mon truc à moi, mon histoire n'était pas nécessairement reliée avec la Fédération de soccer du Québec. Je sais par exemple que Shadrach, qu'on connaît bien, Shadrach Munga, lui était allé via ce partenariat-là. OK, toi, c'était différent. Moi, c'était vraiment via Lynn. Donc, Lynn connaissait beaucoup de gens au centre de formation du FCMS. Comment? Je sais pas. Ouais. Mais elle s'entendait super bien avec Denis Schaeffer, qui était le directeur technique du centre de formation, avec Olivier Perrin, qui était le coach à l'époque des U19, Sébastien Muet, le coach des U17. Puis, elle avait créé ces relations-là. Puis ces relations-là étaient tellement bonnes qu'eux acceptaient de hey, on va vous envoyer 1, 2, 3 joueurs passer un mois au FCMS avec le centre de formation. Ils vont s'entraîner là avant qu'on commence la saison ici au Québec. On va les préparer. Puis après ça, quand la saison de soccer commence ici au Québec, ben ils vont revenir à Montréal. Puis ils vont faire leur saison. Donc ça a commencé comme ça. Donc ça a été ma première année à Boisbriand. Je pense que c'est ça. J'ai peut-être 13 ans, bientôt 14. Je m'envole là-bas avec, si je me trompe pas, Samuel Leblanc. Je pense qu'on était les deux seuls à aller là-bas pendant un mois. On vient à Montréal, on fait notre saison. Puis l'année d'après, encore la même chose, on repart pour un mois. Puis c'est là, après ce deuxième essai-là, qu'eux ont dit, regarde, si les deux Sam veulent rester. OK. Je connais pas l'entente avec Lynn, la centre de formation, l'FCMS et tout ça.
Mais au final, ça aboutit que je suis resté là-bas pendant 2 ans là, pour m'entraîner. Là, ouais. Et Sam, est-ce qu'il est resté avec toi pendant un certain temps également? Lui, il est resté tout le long avec moi. Donc, il est resté les 2 années où j'étais au FCMS. On était dans le même centre de formation. Quand on parle de centre de formation, c'est le genre de dorm, de dortoir où tous les étrangers qui habitent pas dans la place, dans la ville, restent, sont hébergés, sont pris en charge. Donc, Sam a été avec moi pendant ces 2 années-là. Il y a aussi un moment où, je pense que c'est la première année où Jean Auman, qui est avec nous aussi à Beaubriand, est venu pendant une année. Il y avait Oshang Norali, à un moment donné aussi, qui est venu. OK. Shadrach aussi, je pense qu'il était revenu. À un moment donné, moi, j'étais déjà parti, où j'étais en essai, là, un peu dans les vols là, avec les différentes équipes du Canada à cette époque-là. Mais donc j'ai vraiment vécu cette expérience-là du FCMS avec Sam là, de A à Z. Là. Fait que, ouais. Et pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est important de le mentionner, le FC Metz est reconnu comme un grand centre de formation. Il y a beaucoup de grands joueurs qui ont été formés là-bas. Je pense que par la suite, il y a eu peut-être des petits problèmes financiers à travers le temps avec le FC Metz, mais globalement, c'est une école vraiment pour bâtir des carrières de footballeurs. Parle-nous peut-être un petit peu de ton expérience là-bas. Est-ce qu'il y a un choc de sentir le niveau? Est-ce que la différence, c'est le jour et la nuit avec ce que tu avais vu peut-être avec les équipes du Québec, le Centre national? Oui, il y a eu plusieurs chocs, autant au niveau du foot, du jeu, que culturel, dans le sens où, tu sais, quand je disais que Lynn m'emmenait là-bas pour me faire apprendre ou voir c'est quoi le vrai foot, c'est même pas au niveau du terrain, c'est vraiment d'arriver là-bas puis de voir que, pour certains gars de 14-15 ans, c'est quasiment une question de vie ou de mort. Là, t'es pas rendu au point de gagner de l'argent, mais ces jeunes-là le savent que leur objectif, c'est de devenir professionnel, puis ils vont tout faire pour s'y rendre. Puis que toi qui arrives, peu importe si t'es Canadien ou... ils veulent pas te voir. Une autre personne qui rentre, ils veulent pas te voir là, puis t'es là pour prendre leur place. Fait que ça, ce niveau de compétition à l'interne, où pour moi, quand je jouais au soccer, là, ici au Québec, c'était jouer avec mes chums, puis c'était le fun. Là. Tandis que là-bas, c'est pas ça du tout. Oui, t'as certaines amitiés, mais... au final, comme je l'ai dit, c'est une question de moi, je veux devenir professionnel, pouvoir mettre du pain sur la table pour soi-même, pour sa famille, peu importe. Donc, c'est ça a été le gros clash, le gros choc de OK, wow, c'est un autre game, là. C'est pas juste je joue jusqu'à 17 ans avec mes chums, 17-18 ans, puis après ça, je tombe sur le marché du travail, puis je travaille au McDonald's, puis je vais à l'université, puis là, c'est vraiment eux sont là pour réussir, puis ils vont tout faire. Là. Fait que ça a été le gros choc. Puis après ça, sur le terrain, oui, il y avait une différence au niveau, surtout technique, j'ai trouvé à un jeune âge, dans le sens où, physique, je pense pas. Je pense que ça va avec l'âge. On voit différentes personnes dans le sens où t'as des plus grands à 10 ans, t'en as des plus petits, puis finalement, on se rejoint un peu tous, puis t'en as qui restent petits, un peu comme moi, puis t'en as qui grandissent. Ça, c'est un peu, je pense, universel, mondial. Mais c'était vraiment au niveau technique, je trouvais que les jeunes de 9, 10, 11 ans, qui étaient plus jeunes que moi, étaient vraiment plus avancés que moi quand j'avais cet âge-là. Puis même, là, ça se suit, donc il y a cette qualité technique qui est restée avec eux, que tu fais que l'améliorer, qui est quand même une belle surprise là, quand tu arrives là-bas et tu dis OK, ça, c'est un autre niveau. Là. Comment tu t'acclimates à ça? De voir des joueurs sur le terrain qui sont paradoxalement en train de s'entraîner dans la même équipe que toi. J'imagine que vous avez des matchs, des fois, mais au final, c'est des adversaires, ou du moins, c'est comme ça qu'ils te voient. Là. Mais ce qui était particulier avec notre situation pour nous, les Québécois, donc je parle de moi, Samuel, puis Jean Auman, là, vraiment, lui a fait la première année aussi avec nous, c'est que nous, on n'avait pas le droit de jouer les matchs. On n'avait pas le droit de faire la compétition. À cause des visas. Exactement, les visas, les passeports européens. En tout cas, moi, j'avais pas ça. Sam non plus, Jean non plus. Donc, on n'était pas inscrits pour jouer avec l'équipe. Par exemple, la première année, on s'entraînait la plupart du temps avec les moins de 17 ans. Donc, ce qu'on faisait, on s'entraînait toute la semaine avec les 17 ans. Puis la fin de semaine, on s'entraînait avec le groupe de joueurs des 17, des 19, de la réserve qui restait, qui n'était pas pris pour jouer. Donc, on se promenait un peu, mais c'était vraiment, dans les entraînements, je pense que nous, les Québécois, c'est un peu dans notre ADN d'être des bonnes personnes. On est très humbles, je pense, des durs travailleurs et tout ça.
Mais quand tu arrives là-bas, puis c'est un peu plus froid, les gens t'acceptent pas trop, autant sur le terrain qu'à l'extérieur, c'est quand même assez difficile, mais ça l'a vraiment aidé d'avoir Sam et Jean avec moi là-bas pour justement, tu sais, se backer, d'être là les uns pour les autres dans des moments un peu plus difficiles sur le terrain, à l'extérieur. Donc, puis au final, moi, je savais que, tu sais, j'allais pas rester là toute ma vie, tu sais. Après ma deuxième année, dès la deuxième année, j'ai commencé à aller faire des essais justement en Allemagne et tout ça. Puis je savais que c'était compliqué en France de rester là, de signer, etc. Fait que, comment dire, pas que ma tête était ailleurs, mais je savais que bon, c'est pas pour une durée illimitée. Là. Fait que j'avais déjà un peu fait pas mon deuil, mais pas pour moi, c'est correct. Puis tu vas faire autre chose ou tu vas aller ailleurs là, plutôt. Là. Tu donnes tout ce que tu peux au FC Metz, mais bien entendu, tu es en train de regarder d'autres options. Et parlons-en des autres options. Fortuna Düsseldorf, je ne sais pas si ma prononciation est bonne, mais tout de même, tu te retrouves en Allemagne parce que, comme on le mentionne, il y a des enjeux de visa. En France, tu ne peux pas jouer tant que tu n'as pas au moins 18 ans, c'est ce que j'ai cru comprendre. Exactement. Tu plies bagage. Comment, à cet âge-là, ça commence à se présenter devant toi? Est-ce que tu es déjà accompagné par un agent? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient te voir pendant un match, qui fait du dépistage et qui te parle du club? Je serais curieux d'en savoir un petit peu plus. Pas d'agent encore. Non, oui et non, en fait. Oui, non. Puis je vais l'expliquer. Ça part de Lynn, encore une fois. Lynn avait un contact qui était Justin Thompson. Lynn, c'était quelqu'un qui était hyper impliqué dans le soccer, autant au niveau provincial que national. Lynn, elle connaît tout le monde. Quelqu'un qui parle beaucoup. Puis ça fait en sorte que tu crées tellement de liens, tellement de contacts. Puis Lynn est très, très bonne à ça. Donc, elle rencontre un agent ou d'une manière ou d'une autre. Il faudrait lui poser la question. Tu devrais l'avoir justement sur ton podcast, ça serait bien. C'est vrai. Puis, Justin Thompson a un agent à Vancouver. Ça reste comme ça. Puis, justement, à ma deuxième année en France, au FC Metz, quand la fin approche, commence à me mettre en contact avec lui. Regarde, on peut voir tes options avec lui, nanana. Puis lui dit, moi, j'ai un partenaire en Allemagne, Andreas Kirsch, un agent de joueur, qui est basé, lui, était à Kaiserslautern. Fait qu'il a dit, il va venir te voir pendant 1 ou 2 matchs, des matchs amicaux en France, puis après, on va voir ce qu'on peut faire. Ça reste comme ça. Puis la deuxième année à Metz, c'est là où je me promenais, j'en parlais un peu tantôt, là, j'ai fait mention avec les équipes du Canada où je pense que je faisais partie des moins de 17 ans, des moins de 20 ans, des moins de 23, puis même les seniors. C'est là que j'ai fait mon début là, en 2011 avec les seniors. En fait, mon premier call-up qu'on appelle. Donc, ce qui est arrivé, c'était, je me souviens, en mars, je pense, 2011 ou 12, je me souviens plus. En tout cas, ma deuxième année en France, je suis appelé pour aller avec l'équipe du Canada senior. On a un match contre, je pense que c'était l'Arménie, je me souviens bien, à Chypre. Donc, je suis appelé pour ça. J'ai 17 ans. Tu sais, c'est un gros choc de... J'ai jamais joué professionnel encore, puis je me retrouve avec la sélection la sélection masculine de Team Canada. Ton premier match, c'est en 2012 avec Team Canada. Donc 2012, mais ce match-là, je n'avais pas joué. Justement, contre l'Arménie. Donc, je n'avais pas joué. Je me souviens bien, Mkhitaryan était là, justement. Oh, wow. Donc, j'étais sur le banc. Puis le plan était qu'après ce match de l'équipe nationale là en Chypre, au lieu de revenir en France, je partais directement à Düsseldorf pour faire un essai. C'était déjà cet été. Mon agent avait déjà des joueurs, des clients autant des joueurs ou même des personnes dans les bureaux. Fait qu'il avait déjà organisé le truc. Fait que finalement, je pars de Chypre, puis lui, il part avec moi, je m'en vais à Düsseldorf, puis il reste à l'hôtel, fait un essai. Fait que c'est comme ça que ça s'est fait, vraiment. Donc, de rentrer en contact de Lynn avec son contact de Vancouver, Justin Thompson, qui lui nous transmet à son partenaire qui est en Europe, en Allemagne. Lui, il me prend sous son aile, puis finalement, je vais en essai à Düsseldorf. Je fais un essai de une semaine avec l'équipe première, qui est en deuxième division, qui était, je pense, en première ou même deuxième position. En tout cas, cette année-là, ils ont monté en Bundesliga. Je connaissais rien du tout. Moi, je me présente. Je sais même pas que c'est l'équipe première, quasiment. Finalement, je fais super bien. Même, je me suis à un moment donné, on faisait un exercice de finition. Je gagne cet exercice-là. Je suis comment? Je pense que j'ai le niveau. Tu sais, c'est pas si pire. Puis c'est vraiment, je pense, quelques jours après mon arrivée là, mon essai, je vais voir un match, puis il y a 40 000 personnes au stade. Ça s'appelait l'Esprit Arena, je me souviens, parce que je dormais. L'hôtel était dans le stade. Puis là, j'ai réalisé à quel point c'est gros. Puis là, bon, dans les journaux,
promotion Bundesliga 1. Je suis comme, OK, là, c'est sérieux. Puis là, j'ai commencé à connaître un peu plus c'était quoi le foot allemand, mettons. Là, ouais. Fait que j'ai réalisé que je suis quand même pas si pire, puis c'est un endroit quand même assez bien. Là. Intéressant. Puis je pense que tu joues 30 matchs avec la réserve. Est-ce que tu joues avec l'équipe première également pendant tes 2 saisons-là? Oui, pendant mes 2 saisons, à la fin de ces 2 saisons-là, je joue 2 matchs. 2 matchs. 2 matchs avec l'équipe première. On était en 2e division. Wow. Donc, c'était contre mon début contre Paderborn. On avait gagné à l'extérieur, je me souviens. J'avais joué 10 minutes. Puis mon 2e match, c'était... je me souviens du stade, mais je me souviens pas du nom de l'équipe. Mais j'étais vraiment content parce que pour moi, c'était mes premiers matchs professionnels. Bien sûr. Donc, tu sais, vraiment de pouvoir dire, j'ai pas de contrat professionnel, mais je peux dire que j'ai joué vraiment au niveau professionnel en 2e Bundesliga avant de partir parce que moi, je pensais rester. C'est ce qu'on m'avait dit. Évidemment, il y a eu des gros changements dans le club, autant les joueurs, les bureaux, head management, tout ça. Mais de dire, j'ai joué en 2e Bundesliga, ça, j'étais vraiment, vraiment content. Là. Incroyable. Ouais. Patrice Bernier est venu récemment sur le podcast Histoire de foot. Il nous mentionnait que quand il est allé jouer à Kaiserslautern, c'est difficile Kaiserslautern. Ouais, c'est difficile à prononcer. Hein? Les noms allemands, là. Ouais, exact. Il y a eu un choc. Ouais. Il s'en est rendu compte là-bas que le foot, c'est pas simplement une euphorie, c'est une religion. Est-ce que tu l'as senti toi aussi? Oui, vraiment. Vraiment. Première fois que tu voyais quelque chose de ça? Ouais. Ben, c'est quand tu prends le journal ou que tu te promènes, puis les gens me reconnaissaient pas, moi, évidemment, mais tu vas dîner avec... moi, j'avais un très bon ami qui était à l'équipe première, un Australien, Ben Halloran, qui, pour lui aussi, c'était sa première expérience foot européen. Un gars super relax, laid-back. Puis on était souvent ensemble. Puis on allait au restaurant, il se faisait reconnaître. Tu prends le journal, puis sur la front page, ça parle de foot, ça parle de l'équipe, ça parle de... ça parle comme on parle ici du Canadien de Montréal. Là, donc, même plus. Même plus, oui, 100%. Donc, on s'entend, on est en division 2. Là, ouais, exact. On n'est même pas en division 1 encore, c'est pour dire. Là. Fait que, ça a été vraiment un gros choc, mais c'était le fun parce que j'en faisais pas partie, tu sais. Ouais. Fait que je le vivais de l'extérieur en tant que je suis dans le club, je vois ce qui se passe, je vois ce qu'on dit, mais... c'est pas moi qui est attaqué ou qui on fait mention d'eux, ou peu importe. Fait que ça, c'était quand même cool. Comparément à ici à Montréal où on va parler de tes performances ou peu importe. Là, c'était vraiment, je suis un peu plus en arrière-plan, puis j'apprends à découvrir cette culture-là, peut-être comparément à Patrice Bernier où lui, on parle de lui carrément. C'est littéralement. Et qu'est-ce qui se passe avec le club? Parce que tu restes 2 saisons et par la suite, tu t'en vas en Espagne. On en parlera dans quelques minutes. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils n'ont pas renouvelé ou peut-être même qu'ils t'ont pas offert de contrat? Oui, l'entraîneur qui était là à l'époque, Oliver Reck, qui était notre entraîneur de gardien durant cette saison-là. Okay. Finalement, on change d'entraîneur vers la mi-saison, je pense, puis c'est lui qui décide de me faire confiance là, tu vas t'entraîner vraiment temps plein avec l'équipe première. Je vais t'impliquer dans les matchs. Parce que j'ai joué 2 matchs, mais il y a peut-être 4, 5, 6 matchs, voire plus. Là, je me souviens pas exactement où j'étais sur le banc. Je n'avais pas été utilisé. Mais avant ça, je m'entraînais une fois de temps en temps avec l'équipe première. Sinon, je faisais vraiment la saison avec les moins de 23 ans. Puis lui m'aimait bien. Je pense que... Là, je suis pas sûr. Il faudrait confirmer. Là, je veux pas dire n'importe quoi. Je pense que lui est resté en poste, mais... le contact que mon agent avait dans les bureaux au niveau de la direction sportive et tout ça, il y avait eu beaucoup de changements. Donc, cette personne-là était partie. Je pense même que le propriétaire ou... ça a bougé. Ça l'a vraiment bougé. Puis je me souviens, il y a environ, je pense, 15 joueurs là, de cette édition-là qui étaient partis. T'sais. Fait qu'il y a eu un renouvellement. Puis moi, qui n'avais pas joué énormément, on avait décidé de ne pas prendre la chance avec moi. Fait que c'est ça qui s'est passé. J'ai pas eu plus de détails, mais de ce que j'avais compris, c'est qu'il y a trop de changements. Je pense que c'est mieux si on va ailleurs. Puis c'est là que j'ai commencé à faire des essais en Espagne. 25 août 2014, tu signes avec le Deportivo Coruna, 3e division espagnole. Mm-hmm. Pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, Deportivo Coruna, c'est un club très important en Espagne. Qui, malheureusement, a eu certains enjeux dans les dernières années. Ils viennent de remonter en 2e division. Là. Ils viennent tout juste de remonter, mais pendant très, très longtemps, ils étaient en Liga. Ouais. C'est un très, très grand club. À mon arrivée, il était en Liga. À ton arrivée, il était en Liga. Moi, j'étais pas. J'ai signé avec... en 3e. j'ai signé avec les 19 ans. Non, l'équipe réserve qui était
Quatrième. Quatrième division? Oui, parce que là, ça l'a changé un peu, mais quatrième division. Mais l'équipe première était en première division. Là, fait, les Barcelone, Real Madrid, je les voyais là. Donc là, on arrive au top du top. Ouais. Et tu joues avec l'équipe réserve, comme tu le mentionnes, mais tu as été prêté rapidement au Racing Ferrol. Ouais. Et corrige-moi si je me trompe, en regardant un petit peu ce qui s'était déroulé, j'ai l'impression que Racing Ferrol faisait peut-être même déjà partie des clubs qui étaient intéressés avant que tu aies un prêt là-bas. Ouais, Comment tout ça s'est déroulé? Donc, eux, ils te font faire un essai. Tu décides d'aller au Deportivo Coruna. Exact. Finalement, tu retournes là-bas. Exact. Je serais curieux d'en apprendre plus. Exact. Ben, en fait, moi, quand je suis parti de Düsseldorf, je vais faire un essai, justement, avec Racing de Ferrol. Donc, je m'entraîne avec eux. C'est pas super bien, ils veulent me signer, mais ça, c'est un club de troisième division qu'on appelle la Segunda B. Qu'on appelait, là, ça l'a changé, là, comme je disais. Eux évoluaient en Segunda B, puis encore une fois, au niveau des visas, la paperasse, etc., c'était compliqué. Mais durant cet essai-là, on fait un match contre l'équipe première de Deportivo La Coruna en pré-saison. Donc, on fait un match contre eux. Puis, je rentre en deuxième mi-temps. Puis, tu sais, je fais relativement bien. Puis, c'est là vraiment que Deportivo disait on est intéressé à lui. Ils sont rentrés en contact avec mon agent. Donc, finalement, Deportivo décide on va le signer. Anyway, avec Racing de Ferrol, c'est compliqué. Peut-être que ça va pas passer. Nous, on veut le prendre avec nous pour l'équipe réserve. Il y a l'âge, c'est un profil qu'on recherche. On est intéressé à le faire monter avec l'équipe première tôt ou tard. Fait que, finalement, je signe avec eux. Fait que je signe avec eux pour un contrat de 2 ans avec l'équipe réserve. Je fais une année complète. Une année complète avec l'équipe B. On l'appelait Fabril. Ça se passe comment? Ça se passe super bien. On joue contre des équipes... On est la meilleure équipe. On se rend en play-off pour monter de division. Les playoffs, c'est un peu compliqué parce que on joue. C'est un peu plus difficile. Tu joues contre les meilleurs des autres régions de l'Espagne. Mais la saison se passe super bien. Puis c'est à la fin de cette saison-là que Racing de Ferrol revient. Puis demande on aimerait avoir Sam en prêt pour une année. Pour moi, c'était bien. C'était bien parce que j'augmentais le niveau. Je passais de l'équipe réserve qui est en 4e division à la 3e division. Quand même. Donc, je me disais, je monte les échelons. Une équipe super sérieuse que eux avaient les ambitions de monter en 2e division. C'est une équipe qui faisait les playoffs qu'on appelle aussi. Pour augmenter à chaque année pas mal. Donc, je m'en vais là. Et économiquement aussi, c'était mieux pour moi. Mais donc, je me dis, c'est un peu un win-win dans tout... dans tous les sphères de ce qui se présente à moi. Puis finalement, ça a été là où on avait une super bonne équipe. Il y avait des joueurs plus vieux que moi, plus âgés, où l'entraîneur comptait vraiment sur eux, avec beaucoup d'expérience. Moi, j'étais un peu un jeune en prêt. Puis c'est là où j'ai une grosse année avec l'équipe du Canada. Je faisais partie des 20 ans qu'on essayait de se qualifier pour les Olympiques. Les moins de 23 ans. Plus je faisais partie aussi de la sélection des seniors. Donc, à chaque mois, je partais 2 semaines, que ce soit avec les 23 ans ou les seniors. Fait qu'à chaque fois, je revenais à mon club Racing de Ferrol. L'autre avait enchaîné 2, 3, 4 matchs. Fait qu'il jouait à ma place. L'équipe allait bien. Fait que j'avais jamais vraiment l'opportunité de jouer. Fait que finalement, ça s'est calmé, mais j'ai décidé pour vraiment plus jouer, d'avoir du temps de jeu. Après 6 mois, je suis revenu avec Deportivo La Coruña B pour essayer d'encore une fois tailler une place dans les séries. Puis augmenter de division. Fait que ça a été la 2e année en Espagne, ça a été un peu up and down parce que je me suis promené beaucoup. Les clubs étaient voisins, c'était à 30 minutes, donc c'était pas trop loin. J'habitais toujours à la même place. Fait que c'était super facile pour ça. Mais un peu moins de temps de jeu, puis c'était un peu plus compliqué. Là, Puis c'était une question que je vais te poser concernant la stabilité, mais là, tu viens de répondre à une question. Si les 2 clubs étaient très proches l'un de l'autre, la proximité aide dans un contexte de la sorte. Donc, tu finis ton prêt à la Corogne et finalement, quelques mois plus tard, 16 juillet 2016, pour être plus exact, tu changes encore de club. Ouais. Là, tu te retrouves 2016, CD Isara, si je le prononce bien. Club pas facile encore une fois. 32 matchs que tu vas jouer avec le club la saison suivante, saison pleine. Parle-nous un peu de ton expérience et en sous-question, je te poserai, t'es pas tanné un peu de changer d'équipe comme ça? Oui et non, parce que tanné, tu sais, moi au final, tu suivais ton rêve, là. Je suivais mon rêve, je me disais, je vais rouler ma bosse en Europe. Tu sais, je vais essayer de monter les échelons
tranquillement, pas vite. Puis, tu sais, si c'est des fois de prendre un pas de recul pour mieux avancer ou, tu sais, comme le club Deportivo Izarra, lui, était en troisième division, c'était un club que Racing de Ferrol affrontait. Donc, tu sais, je me suis dit, là, je peux aller à cette équipe-là. Économiquement, c'est intéressant. C'est une équipe qui me voulait, qui avait besoin de mon profil un peu. C'était une équipe super humble, dans le sens où on avait un petit stade, terrain synthétique. La ville, une population assez âgée. Donc, tu sais, les gens, oui, sont fans de leur club, mais il n'y a pas nécessairement un gros... C'est pas comme en Allemagne. Là. Non, exactement. C'est pas comme en Allemagne du tout. Donc, je me ramasse là, je fais une année, ça se passe super bien. Ben, super bien dans le sens où je me blesse pas, j'enchaîne les matchs. Fait quoi? Ça a été une belle expérience, mais vraiment, comment dire, différente d'aujourd'hui où, tu sais, c'est ça, il y avait peut-être 300 personnes, 400 personnes qui venaient au stade. On jouait contre des gros clubs, parce que c'est ça en deuxième division, deuxième B qu'on appelle. Seconde B, ouais. T'as des équipes comme nous où nous, on avait des joueurs qui avaient 2 emplois. Nous, on s'entraînait le soir à 5 heures. T'avais des joueurs qui étaient joueurs de foot et professeurs dans le jour. Donc, c'est pour ça qu'on devait s'entraîner le soir, tandis qu'on jouait contre une équipe comme le Racing de Santander, qu'eux avaient un stade plein chaque match de 20 000 personnes, puis t'avais des joueurs qui faisaient 10 000 € par mois. T'sais. Tandis que moi, quand j'étais là, je faisais... je pense que j'étais un des plus payés. Je faisais 1 500 € par mois. Là. Oh, fait que, il y avait une grosse différence... de pas de niveau, mais dynamique, là, clairement. Dans les clubs. Donc, dynamique totalement différente. Exactement. Je te pose une question. Bon, 1 500 €, tu es transparent, tu nous dis un petit peu tout ça. Bon, le coût de la vie est un peu différent en Europe. Ouais. J'imagine qu'il y a certaines choses qui sont payées par le club, peut-être tu as même des bourses d'Équipe Canada à ce moment-là. Comment tu t'en sors? En fait, mon appart était payé par le club. Je comprends. On était 3. Il y avait moi, un autre joueur, puis notre préparateur physique. Donc, ça démontre à quel point... Tu sais, c'était sérieux, mais... Tu sais, c'était pas... c'est pas un club avec de grandes ambitions de nécessairement monter de division. Tu sais, mais ça, tu le savais. Hein? Oui, ça, je le savais. Puis moi, mon but, c'était justement après une saison où j'avais fait 6 mois Racing de Ferrol en pré que j'avais pas trop joué. Puis après ça, le dernier 6 mois avec l'équipe de Deportivo La Coruña, où j'avais enchaîné les matchs. Mais tu sais, c'était juste sur 6 mois. Je me suis dit, là, je joue une saison complète, puis je veux juste trouver mon rythme, tu sais. C'est ce que j'ai réussi à avoir. Mais ouais, fait que j'ai mon appart payé. J'ai pas d'auto. Je voyage avec un de mes cochambreurs, qu'eux ont des voitures. Honnêtement, la seule chose que j'ai à payer, c'est mon épicerie puis mon téléphone. Puis tu sais, mon téléphone, j'avais mon téléphone, je pense, de Montréal, un iPhone, puis je pense que ça me coûtait 15 € par mois de... Tu sais quoi, là, t'habites en Espagne, tu sais, le coût de la vie est différent, mais je me suis... pas j'achetais des minutes, là, je sais pas qu'on avait... J'avais pas de forfait. Exact. Tu sais, j'avais pas de forfait à 70... Puis en plus, tu vis que pour le foot, là, à ce moment-là. Tu t'entraînes, tu penses au foot, tu joues au foot, puis tu sens que cette année-là, et corrige-moi si je me trompe, j'ai pas envie de mettre des mots dans ta bouche, mais tu te bâtis un petit peu un curriculum, là. C'est-à-dire que tu veux bien impressionner les équipes contre tu vas jouer. Ouais, j'imagine qu'il y a des dépisteurs qui viennent au match et tu sais que tu vas pas faire carrière là. Non, exact. Je savais que j'allais faire 1 an, peut-être 2, mais sans plus, dans le sens où moi, je veux jouer beaucoup à cet endroit-là, comme tu le dis, pour me faire voir par d'autres équipes, pour peut-être aller dans la même division, mais aller dans une équipe un peu plus sérieuse, comme peut-être justement le Racing de Santander, pour peut-être après ça monter de division, soit avec eux, avec une autre équipe. Tu sais, je visais pas non plus la Liga, là, je savais que c'était inatteignable à ce moment-là. Mais ouais, tu sais, je m'entraînais, on s'entraînait le soir, fait que le matin, mon autre truc que j'avais payé, c'était mon abonnement au gym à côté de chez moi, fait que le matin, j'allais là. Tu t'entraînais. Je revenais, je dînais, je m'entraînais l'après-midi, tu sais, c'était que ça, tu sais. C'est ça. Ma vie sociale, c'était que ça aussi, tu sais, quand tu vis avec un coéquipier, puis ton entraîneur physique, ton préparateur physique, tu sais, c'est ça, tes chums proches, tu sors jamais de cette bulle-là. Là, exact. Puis pour les gens qui nous écoutent, je trouve que ce que tu dis en ce moment est totalement fascinant et explique la dure réalité d'un joueur de foot. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux faire carrière en Europe, ne pense pas qu'automatiquement tu arrives puis tu as l'argent qui va découler devant toi. Ça, c'est un gros problème, je pense, un gros problème.
C'est la réalité. C'est la réalité, mais dans le sens que c'est un gros problème pour les joueurs qui sont ici à Montréal ou peu importe où au Québec, au Canada. Eux, ils se disent « Ah, moi, c'est en Europe que je veux aller. » Puis, tu sais, oui, mais tu vas pas en Europe à 17 ans puis tu arrives au Real de Madrid. Tu sais, c'est pas comme ça que ça marche. On a une fausse perception de ce que c'est. Exactement. C'est beaucoup plus dur que ça de percer, de monter les échelons, parce que aussi le niveau de compétition, comme j'en parlais en France, est tellement plus élevé. Tu sais, le bassin de joueurs est tellement plus grand. Fait quoi, c'est une fausse perception que les gens ont de dire « Ah, ben moi, mon rêve, c'est d'aller en Europe. » Puis ils snobent un peu, ils peuvent snobber l'académie du CF Montréal. Ou, tu sais, ces trucs-là sont pas à négliger. Puis il y en a plein là, qui vont là-bas, puis finalement, après 6 mois ou peu importe, ils reviennent, puis ça n'a pas marché. Tu sais, oui, tu peux aller en Europe, même si tu as 22, 23 ans. Tu peux aller en Europe, peut-être jouer en deuxième division en Chypre. Je suis sûr peut-être que tu as le niveau sans rien enlever à la deuxième division en Chypre. Mais c'est-tu vraiment ça que tu veux? Tu veux-tu aller jouer dans une division comme ça qui est sûrement pas super bien payée? Puis au final, ben, c'est plus difficile que tu prends du plaisir. Tout est relatif au final. Ça dépend vraiment de ce que tu veux. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai, on a cette perception-là de l'externe que tout est beau, tout est facile en Europe, mais qui dit, on s'entend, continent de foot, dit compétition considérablement plus accrue aussi. C'est-à-dire que là, tu as des joueurs de partout qui ont tous les mêmes rêves que toi, et la réalité est différente. Et bon, ça amène tranquillement le tout à une belle transition, parce que le CD Zara, c'est à ce jour, et j'imagine que ça va l'être, le dernier club pour qui tu as joué. En Europe. Avant de parler de cette transition-là, j'ai une dernière question pour toi là-dessus. Quand tu joues au CD Zara, est-ce que c'est toujours clair dans ta tête que tu veux une carrière en Europe, ou tu commences à te poser des questions? Je me pose pas de questions. Pour moi, clair, net et précis. Je joue 100%. Je joue en Europe, puis dans ma tête, l'année d'après, je reste en Europe. Est-ce que je reste avec eux? Est-ce que je vais ailleurs, justement? Je ne sais pas, mais j'ai jamais en tête de revenir à Montréal ou en MLS ou quoi que ce soit. C'est pas dans les plans encore. Zéro. Puis, je suis un supporter du club. Je regardais quand je pouvais leur match sur peu importe quoi, les sites, quand Montréal jouait. Mais jamais je pense que je peux revenir à Montréal aussitôt. Oui, je voulais revenir à Montréal pour potentiellement jouer un jour avec l'Impact de Montréal dans le temps. Mais dans ma tête, en toute honnêteté, mon plan est un peu celui que Patrice a eu. Patrice est revenu à 30 ans, je crois. Fait que dans ma tête, je me suis dit, je vais rouler ma bosse en Europe. Je vais vraiment faire le maximum que je peux faire là-bas. Puis quand ça va moins bien aller, ben la MLS, qui pour moi, puis c'est une erreur, je pensais que c'était à un niveau inférieur. Ben je me suis dit, j'ai peut-être toujours cette possibilité-là. Pas que je pensais que je l'avais, dans le sens que c'était pas pour acquis, mais j'étais comme, au pire des cas, je vais voir mes options s'il y a une possibilité de venir à Montréal. Mais c'était vraiment... Dans mon plan à moi, là, c'était vraiment plus tard. Là. Donc, Sam, tu te vois rester en Europe. Mais là, il y a une opportunité qui se déroule. Tu le mentionnais plus tôt. Tu étais souvent en voyage avec l'équipe canadienne, les moins de 17, les moins de 20, l'équipe senior. Et là, c'est la Gold Cup. C'est la Gold Cup qui se déroule à l'été 2017. Tu es sélectionné pour jouer avec ton pays. Donc, pour les gens qui nous écoutent, la Gold Cup, c'est des pays de la CONCACAF qui vont disputer pour aller gagner la médaille d'or. C'est la première fois, je pense, à ce moment-là, que tu as la chance de jouer à Montréal parce qu'il va y avoir un match amical au Stade Saputo. Peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus à ce moment-là. Ouais, ben ça, c'était 2 trucs. Dans le fond, la Gold Cup, c'est un tournoi qui a lieu à tous les 2 ans. Donc, cette année-là, en 2017, ça a lieu. Ça, c'est toujours aux États-Unis. Puis, par la suite, on a un match amical organisé justement au Stade Saputo. C'est un des premiers matchs depuis, je pense, le dernier match qui avait eu lieu à Montréal. C'était peut-être un match de qualification pour la Coupe du Monde. Je dirais peut-être pas peut-être 2010. Je me souviens, j'étais là. Il y avait, je sais que le Canada avait joué contre l'Honduras, puis Saint-Vincent-les-Grenadines, donc ça remonte à vraiment longtemps. Mais ouais, il y a un match amical qui est organisé à Montréal contre le Curaçao. Puis, étant donné que là, je faisais vraiment partie de l'équipe canadienne, je me dis, il y a possibilité que je sois là pour ce match-là.
Puis comme de fait, je suis sélectionné. Donc, tu sais, pour moi, c'était vraiment le premier match professionnel que je pouvais jouer à Montréal. Puis, comme de fait, je pense qu'il y avait 500 personnes. T'invites tous tes amis, mes amis, famille, amis des amis. Je pense qu'au match, il y a 5-6 000 personnes au gros max. Puis, c'est ça, 1/10 de ça, c'est pour moi, entre guillemets. Donc, ouais, je joue ce match-là. On gagne 2-1, justement, un but d'Anthony Jackson-Hamel, un de nos amis. J'intercepte la balle, on marque à la fin. Fait que, ouais, c'était vraiment un super beau moment parce que c'était mon premier match professionnel devant amis et famille. Là. C'est ça, c'est la première fois que des gens avec qui tu avais joué, du monde que tu avais côtoyé toute ta vie, pouvaient te voir à Montréal. Exact. Et bon, ensuite, la compétition commence quelques semaines plus tard, la Gold Cup. En fait, ce match-là, c'était après la Gold Cup. C'était après, pardonne-moi. Exactement. OK, pardonne-moi. Ouais. Donc, la Gold Cup, c'est juste avant. Il y a eu ce match-là. C'était-tu après? J'avais l'impression que la Gold Cup était juste après, que c'était comme un match de préparation. C'est possible. C'est possible, hein? Je pense que oui, en fait. T'as raison. J'ai l'impression que c'était un match de préparation que vous aviez juste avant la Gold Cup. Je pense que oui. Bon, à confirmer. Dans tous les cas, c'était sensiblement au même moment, le même été. Exact. Ça, c'est certain. Non, je pense que t'as raison. Le match amical était avant la Gold Cup. Et là, avant ou après, la compétition se déroule. Et là, toi, t'es titulaire. Là, ça se passe excessivement bien. Ouais. Tes prestations impressionnent le monde au Québec. Même que là, les gens au Québec se disent, c'est qui, lui? Pourquoi on n'en a jamais entendu parler? Exact. Il est québécois, il nous ressemble, il est titulaire avec l'équipe canadienne. Je me rappelle à ce moment-là, je faisais des recherches, ça parlait de toi sur Twitter, il y avait comme une pression quasiment qui s'installait à Montréal en se posant des questions, où est Piet? Avant qu'on parle de toute cette effervescence-là qui s'est déroulée à l'intérieur de la ville, parle-nous un petit peu de la compétition, parce que moi, je me rappelle des matchs très performants. Ouais. Au meilleur de tes souvenirs, comment tout ça s'est déroulé? Ça avait super bien été, ce tournoi-là. C'était, je pense, ma 2e ou 3e participation à ce tournoi-là quand même. Donc, c'était pas... j'étais pas à ma première expérience. Tu as juste 23 ans. Ça démontre à quel point tu étais avec l'équipe canadienne depuis longtemps. Depuis un bout, ouais, vraiment. Fait que... non, puis l'édition avant ou les deux avant, là, peu importe, c'était ma combienième, ça s'était moins bien passé, on n'était pas sorti du groupe. Puis là, on joue le premier match contre, je pense, la Guyane française ou... en tout cas, Malouda était sur l'équipe, là, donc une équipe affiliée, en tout cas, avec la France. On gagne 4-0, 4-2, je pense. Donc, bon début de tournoi. On joue ensuite contre le Costa Rica. Je pense qu'on fait match nul. Puis on gagne ce match-là, puis par la suite, on joue contre l'Honduras, puis on fait match nul. On avait besoin de match nul pour passer. Comme de fait, on fait match nul, donc on sort du groupe. On se rend, je pense, en quart de finale. Puis ça faisait longtemps que le Canada s'était pas rendu en quart de finale. C'est le début, là. Le début de l'ascension de l'équipe canadienne. Exactement. Là. Donc ça allait super bien là. C'était un bon tournoi. Puis j'étais titulaire pour ces 3 matchs-là. Ça avait bien été. Les gens, on dirait... vous voyez un peu un nouveau Canada. Avant, ça se passait plus ou moins bien. Là, on jouait avec confiance. On avait des nouveaux joueurs. C'était justement là où Alphonso Davies faisait ses débuts avec l'équipe nationale. La génération arrive. Oui, exactement. Ben, tranquillement, pas vite. Il y en a qui sont arrivés un peu après, mais ouais, il y avait des bons joueurs qui sont encore dans le programme aujourd'hui, qui commençaient là. Ça se passe super bien. Puis moi, en tant que milieu défensif, ouais, ça se passe bien, mais je pense qu'est-ce qui m'a aidé aussi, c'est que Patrice était là. Patrice, qui était le capitaine avec l'Impact de Montréal, est avec nous pour ce tournoi-là. Il y a Anthony Jackson-Hamel aussi, il y a Maxime Crépeau. Donc, puis moi, je joue au milieu de terrain avec Patrice. Donc, je pense que les gens à Montréal ont 1+1, connexion, milieu défensif avec un numéro 8. Patrice était le capitaine de la sélection aussi nationale pour ce tournoi-là. Donc, Patrice avait dit au début de l'année que c'était sa dernière saison. Donc, il y avait aussi ça qui se mettait en place. Ouais, donc, il y avait beaucoup de choses qui tombaient vraiment dans un très, très bon... une bonne position. C'était un bon timing pour plusieurs choses. Fait que c'est sûr que là, les gens ont commencé à faire des connexions, 1+1. Puis c'est comme ça que ça s'est un peu parti. Là, bien sûr. Ouais. Je m'en rappelle très, très bien. Et bon, tu pensais faire un curriculum au CD Zara, que peut-être tu as fait. Mais finalement, c'est la Gold Cup qui, entre parenthèses, t'a mis sur la map pour beaucoup de Québécois. Exact. Et là, il commence à avoir un petit peu de pression des spectateurs, des fans qui demandent des comptes. Pourquoi il n'est pas avec l'Académie? Pourquoi il n'est pas avec l'Impact? Et là, je pense que finalement, ton agent se fait envoyer des messages, des appels.
Quelques semaines plus tard, tu te retrouves avec l'Impact. J'aimerais savoir comment tout ça s'est déroulé. Est-ce que c'est pendant la Gold Cup? Est-ce que c'est après? Comment tu vis ça également de ton côté? En toute honnêteté, le tout s'est fait, a débuté pendant la Gold Cup. J'imagine. Donc, le premier contact, je pense, c'était après le match contre Costa Rica. Donc, qui était notre deuxième match sur 4. Est-ce que c'est concret ou on veut juste savoir un peu t'en es où dans tes contrats? Oui, je pense que c'est plus ça. C'est plus, peux-tu me donner le contact de ton agent? Parfait, je fais ça. Puis après ça, ça part de, là, c'est quoi la situation contractuelle de Sam? Est-ce qu'il serait intéressé à venir à Montréal? C'est quoi ses demandes salariales? Y a-t-il un frais de transfert? Non. Plein de trucs comme ça. Mais finalement, ça se règle assez vite, là. Ça se règle après la Gold Cup. Mais ouais, ça se règle assez rapidement parce que pour moi aussi, il y a plein de choses, pas qui sont arrivées, mais il y a plein de choses qu'au final alignaient parfaitement pour moi. Donc, de un, j'avais ma conjointe qui était à Montréal. On était ensemble depuis 1 an, puis on avait une relation longue distance. Donc, je me suis dit, j'ai la chance de revenir à Montréal, d'habiter ici, d'être avec ma conjointe. J'avais même pas pensé à acheter une maison ou quoi que ce soit, là, juste d'être à Montréal, en ville. Il y a ça. De jouer à Montréal, de jouer devant ma famille, amis, de retrouver ma famille. Ça faisait 7 ans de temps que j'étais parti. Donc, de retrouver un semblant de vie normale. Exactement. C'est surtout ça. Pour moi, ça a été le gros truc. C'est j'ai encore plein d'amis à Montréal. Puis là, mes amis, comme je le disais tantôt, c'est mon coéquipier puis mon préparateur physique. Peux-tu sortir de cette bulle-là je m'entraîne, puis après ça, je fais des trucs avec mes coéquipiers, puis c'est tout le temps soccer. On dirait que j'ai besoin d'autre chose. Puis ça, je le réalise assez rapidement que, en revenant à Montréal, je peux avoir ça, tu sais. Fait que c'est là que je me dis, il y a trop de trucs qui font en sorte que c'est compliqué de dire non, puis en même temps, veux pas, tu sais, même si je m'étais dit, à Montréal, j'aimerais revenir un peu plus tard, à la fin de ma carrière, mais là, quand t'entends l'intérêt, puis là, quand ça commence à parler de, OK, tu pourrais venir maintenant, contrat de ça, parce que là, ta famille, économiquement, ça devient plus sérieux aussi. Oui, ça devient beaucoup plus sérieux, beaucoup plus intéressant. On est plus sur le 1500 € par mois. Là, c'est beaucoup plus important que ça. C'est pas des salaires qui te changent une vie. Le premier salaire que je signe, c'est pas ça avec quoi, ça change une vie du jour au lendemain, mais quand même, c'est vraiment plus intéressant. Puis c'est une confirmation. Exactement. Fait que pour moi, c'était super intéressant à plusieurs niveaux. Fait que là, je me suis dit, oui, tu voulais peut-être revenir plus tard, mais au final, là, c'est super dur de dire non à une opportunité comme ça parce que peut-être que cette opportunité-là ne viendra pas plus tard. Là, à quelle vitesse ça s'est fait dans ta tête? Entre les premiers contacts, les différentes discussions, est-ce que dès que ton agent te parle d'un intérêt sérieux du club, c'est un oui direct ou il a fallu que tu y penses? Non, c'est un oui direct. C'est bon. Fait que ça s'est fait vite, là. Ça a été super rapide. OK. T'étais rendu là. J'étais rendu là, puis c'est sûr que j'avais des discussions avec Pat Bernier, comme je disais, avec Anthony Jackson-Hamel, donc avec Crépeau qui était. Bien sûr, t'es encore avec le club à ce moment-là. J'ai des discussions, il y a eu qui me disaient viens-t'en avec nous, let's go, puis je suis comme dur à dire non. Là. Fait que ça va super vite, j'imagine. Je pense pas 2 fois. J'imagine. Et t'arrives avec l'Impact, tu joues ton premier match contre Philadelphie. Ouais. Première semaine, t'es nommé dans l'équipe de la semaine. C'est moi où il y a un effet piète un peu à Montréal à ce moment-là. Il y a comme une effervescence, t'es la saveur du moment. Ouais, il y a ça. Il y a peut-être ça. Tu te fais reconnaître dans les rues, j'imagine. Ouais, pour la première fois. Les premières fois. En fait, le premier match que j'ai assisté, c'était à Montréal contre l'Impact contre Orlando. Ouais. Puis, j'assiste au match. J'ai pas encore mes papiers officiels. Ouais. Mon transfert n'est pas encore officialisé. Oui, ça a été annoncé par le club, mais je peux pas encore jouer. Puis j'arrive au stade, puis là, le monde me demande des photos, des autographes. J'ai pas joué 1 minute encore pour le club. Je pense que j'ai fait 2 entraînements, même pas. J'avais fait 1 entraînement. Mais ils t'ont vu à la Gold Cup. Oui, non, ils m'ont vu là. Puis après ça, la nouvelle, québécois, nanana. Puis c'est ça, j'arrive au stade, les gens me reconnaissent, puis veulent des photos, autographes. Fait que là, je suis comme, OK, ça, c'est un autre truc que j'ai jamais goûté avant. Fait que, un peu la saveur du moment, parce qu'après ça, je joue, je performe, ça va bien. On se qualifie pas pour les séries, malheureusement, mais je pense j'ai joué 11 matchs sur 12. Oui, il y a qu'un match. Toujours titulaire. Ouais, il y a qu'un match où j'ai pas joué du tout, parce que c'est un match de milieu de semaine, puis on avait fait des rotations. Mais ouais, je trouve ma place dans l'équipe, dans le vestiaire. C'est sûr que je suis un peu plus
timide à ce moment-là, réservé qu'aujourd'hui. Mais ouais, ça se passe super bien. Même pas peut-être trop bien, mais tu sais, je fais tellement une bonne première impression qu'après ça, les gens... Les attentes sont élevées. Exactement. Si tu performes pas là, ben là, OK, mais c'est parfois, là, c'est une autre discussion, mais des matchs demandent des trucs différents. Puis en tout cas, fait que là, je performe super bien. Fait que les gens s'attendent à ce que tu performes comme ça à chaque fois. L'année d'après, on change d'entraîneur, un style de jeu différent, une philosophie différente. Fait que, tu sais, il y a eu plein de trucs comme ça. Mais je suis vraiment rentré avec le club, puis j'ai joué. Je suis jamais vraiment ressorti depuis. Là. Exact. Et tu as un rôle qui est quand même de l'ombre. Donc, des fois, les gens peuvent s'attendre à ce que tu fasses des exploits offensifs, mais les gens qui connaissent le foot savent très bien l'importance du rôle que tu as. Et les meilleurs matchs qu'on va jouer, c'est quand on va moins te voir. Exact. C'est ça l'idée derrière. Et parlant de matchs, parlant de jeu, tu as joué en Allemagne. Tu t'es entraîné un peu en France. Tu as joué en Espagne. Le niveau de la MLS, c'est quoi à ton arrivée? C'est quoi la surprise? Ou est-ce que c'est une surprise? Oui, c'est une surprise. C'est une surprise au niveau de l'environnement où, comment dire, tu sais, de jouer devant des stades, à part avec l'équipe nationale comme la Gold Cup, des matchs amicaux, quoi que ce soit. J'ai jamais, avant d'arriver à Montréal, j'avais jamais vraiment évolué dans un stade de 20 000 personnes, 20 voire plus, tu sais. Fait que pour moi, ça, c'est un choc de, OK, t'as cette pression-là de tout le monde te regarde. Le style de jeu est élevé parce que t'as des joueurs de grande qualité. Puis, tu sais, t'avais à l'époque un gars comme Jovinko qui est là, Altidore, Michael Bradley. Tu sais, je pense à Toronto parce que c'était nos. T'as pas joué avec voisins. Drogba, je pense. J'ai pas joué avec Drogba. Il venait de partir, Je jouais avec moi, évidemment, Patrice, que je connais super bien. Un gars comme Nacho Piatti, qui est légende du club, même légende de la MLS. J'essaie de penser qui d'autre qui avait je pense Kaka a joué, Jovinko, Altidore. Exactement, il y en avait d'autres. En tout cas, fait que, tu sais, c'est pas une ligue tout récente où c'est que des gars d'université qui sont là, puis c'est des bûcherons. Là, il y a de la qualité vraiment technique, mais il y a aussi une qualité physique, tu sais, que les gars, c'est des athlètes. Là. C'est ça. Puis c'est là que je m'en rends compte. Tandis qu'en Allemagne, en France, en Espagne, tout est un peu différent. Dans le sens que. Jeu d'échecs un peu plus, hein? Ouais, ben en Espagne, c'est un peu moins physique, plus technique, tactique, possession. Tu sais, c'est très cliché, mais c'est ça quand même. En Allemagne, c'est un peu plus physique, robotique, direct. Puis en France, c'est un peu plus technique. Surtout, là, l'éducation, la formation est basée sur ça. Tu sais. Technique individuelle, contrôle de balle, les appuis. Fait que ouais, j'ai vécu plusieurs, j'ai connu plusieurs ballons que j'appelle. Le ballon français, allemand, espagnol. Puis je pense qu'aujourd'hui, je suis un mix un peu de ça. Puis en MLS, c'est vraiment... c'est très moyen dans le sens... C'est pas super fort techniquement, mais c'est pas non plus zéro. Fait que c'est bien techniquement, tactiquement, physiquement... Mais à un moment donné, tu vois que le jeu s'ouvre un peu plus, puis c'est un peu plus nord. Un peu plus direct. Exactement, nord-sud. Là, Mais c'est vrai que tu amènes ça à mon attention. C'est vrai que tu es un mix de plusieurs styles comme ça. Tu es un joueur très technique qui, balle au pied, quand tu reçois le ballon, tu es capable de faire des passes très, très rapidement. D'un autre côté, physiquement, tu t'imposes beaucoup. Donc, c'est vrai qu'avec un peu de recul, tu es un mix de ces différentes nations-là au niveau du foot. Oui, c'est comme ça que je me vois un peu. T'sais, oui, je suis un milieu défensif, puis comme tu l'as dit tantôt, pour moi, après, ça va avec... Bon, il y a les joueurs autour de moi, collectif, pas les résultats, mais les performances, mais moi, un bon match pour moi et mon équipe, faut pas que je sois la star du match. Ça veut dire que les attaquants ont mis des buts, puis c'est très, je pense... Samedi dernier, c'est un bon exemple. Donc, on enregistre le podcast 28 mai 2024. Donc, ça doit être le match que vous avez fait le 24 mai. Le match termine 0-0. Bon, offensivement, vous n'avez pas marqué de but, mais il y a quand même eu certaines occasions. Mais derrière, vous êtes calme pendant tout le match. Pas beaucoup d'occasions. Tu as récupéré un paquet de ballons. C'est des genres de matchs que le spectateur va peut-être pas trouver excessivement excitant pour lui, mais quand tu connais le foot, tu te rends compte qu'au milieu puis derrière, ça a tenu la route. Là. Exactement, oui, c'est ça. Un gars, on joue contre un super joueur, Annie Mokhtar, qui est un des meilleurs joueurs de la Ligue. Pas fait grand-chose, puis le crédit n'est pas pour moi, là, dans le sens, je sais pas, moi je suis numéro 6, lui est numéro 10, ben c'est un battle head-to-head, là, c'est pas ça du tout. Mais il y a des matchs où tu vas être un peu plus impliqué
défensivement, puis offensivement, ben, c'est de jouer simple, de relayer tes partenaires, tandis qu'un match comme peut-être Miami où un peu plus de temps, ben, t'es un peu plus vraiment pas le maître du jeu, mais c'est toi qui dictes le tempo, donc t'es un peu plus sur le ballon, moins de récupération parce que ton équipe a plus le ballon, donc tu parais moins justement là, niveau défensif, mais offensivement, c'est toi qui guide le jeu. Exact. Fait que chaque match a un peu son histoire et jouer différemment. Des fois, tu vas un peu plus paraître. Tu vas être un peu plus impliqué. Des fois, tu vas l'être moins. Fait que c'est un peu pour ça que je suis dans une position un peu dans l'ombre. Tu sais, moi, le spotlight, j'en ai pas besoin. C'est pas ça que je cherche. Moi, c'est vraiment... Je veux faire ma job, je veux plaire à mes coéquipiers, mes boss qui sont mon coach, le club, etc. Puis après ça, si les partisans peuvent apprécier mon jeu, tant mieux. Mais la plus grande critique vient de moi-même. Bien sûr. Habituellement, les joueurs dans ton poste, on s'en aperçoit quand ils ne sont pas là. C'est là qu'on se rend compte, il me semble qu'il manque quelque chose au milieu. Il manque un point de liaison. Parlant des faits marquants de Montréal, quelques points pour toi. Le joueur ayant joué le plus de minutes dans l'histoire du club. Une période incroyable où tu vas jouer 51 matchs d'affilée pour le CF. Un record aussi. Tu as été coaché par une saison par un des meilleurs attaquants de l'histoire. Ça doit être un autre fait saillant assez intéressant. C'est vrai, ça fait 7 ans maintenant que tu es avec le club, ta 7e année, je crois bien. Les moments qui t'ont le plus marqué, les meilleurs souvenirs? Ben, c'est sûr mon premier match. Mon premier match contre Philadelphie, là-bas, où on gagne, je crois, 3-0. Puis, tu sais, c'est mon premier... la première fois que je goûte à ça. Ce fut un moment marquant. J'étais tellement excité, nerveux, stressé. Un bon stress. Content après le match que j'avais même été malade après le match où, tu sais, les émotions retombent. La même chose s'était passée quand j'ai joué mon match à Montréal contre le Curaçao avec toute ma famille. Oh, wow. On avait organisé, je tombais en vacances après ça. On avait organisé justement là, avec ma conjointe puis plein d'amis, famille. On était censé sortir dans un bar puis j'ai jamais été capable de sortir de mon lit malade justement à cause de toutes ces émotions-là. Fait que ces 2 matchs-là. Sinon, c'est sûr les conquêtes des 2 championnats canadiens, 2019 à Toronto, 2021 à Montréal. Tu sais, veux pas, c'est les seuls trophées que j'ai remportés dans ma carrière. Jusqu'à maintenant. Puis avec le club, donc de le faire pour Montréal, avec Montréal, c'est particulier. Participation à la Coupe du Monde, c'est sûr. On va en parler. Parce que au-delà de la Coupe du Monde, c'est comment vous vous êtes rendu là qui est totalement exceptionnel. Je voudrais peut-être juste continuer un peu sur le CF. 2020, Thierry Henry devient ton coach. J'imagine que comme moi et comme beaucoup de fans de foot, tu l'as vu jouer en première ligue, tu l'as vu jouer en équipe de France. Ce que j'ai trouvé fascinant, je t'écoutais dans un podcast et tu disais à la personne qui t'interviewe, c'est pas compliqué. Si Thierry joue avec nous cette année-là, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Comment était-il dans les entraînements? Est-ce qu'il s'entraînait littéralement avec vous? Je serais peut-être curieux que tu nous décortiques un peu comment ça s'est déroulé. Parfois, il s'entraînait avec nous, parfois. Puis tu voyais qu'il était encore... Tu voyais qu'il avait encore la touche physiquement. Je parle au niveau musculaire. Là, il était très costaud. Oui, on voit souvent des vidéos là, throwback Thierry Henry, Arsenal, où il est quand même grand, mais mince. Mince, c'est un grand mot, mettons. En tout cas, ce qu'on peut voir sur vidéo, là, il était vraiment... vraiment... Mais il a pris beaucoup en masse musculaire depuis la fin de sa carrière. On peut le voir. Là, exact, mais tu sais... Aucun once de gras. C'est quelqu'un, je pense, qui est... On connaît le joueur ultra compétitif. En tant qu'entraîneur, il l'était aussi. Mais je pense dans tous les aspects de sa vie, c'est quelqu'un d'ultra compétitif qui veut le mieux dans tout. Fait que, au niveau de sa forme physique, c'était vraiment quelqu'un qui prenait soin. Fait que, parfois, il participait aux entraînements avec nous. On faisait souvent une possession, 3 équipes avec 3 joueurs au milieu. La plupart du temps, c'était moi, Boyan, qui était avec nous. Boyan Garkic, bien sûr. Puis Thierry Henry. Puis nous, on était les jokers. On gardait le ballon. T'as un peu de pression à ce moment-là. Un peu de pression, mais en même temps, t'es choyé de te faire choisir pour faire ça avec lui et Boyan, tu sais. Donc, participer à ça, participer des fois à... ça, c'était l'année COVID. Donc, quand on a repris les entraînements, participait des fois à des entraînements à Montréal avec nous, quand on faisait les petits jeux, des fois les small-sided games, participait des fois quand il manquait un joueur, quoi que ce soit. Fait que, non, vraiment, c'était vraiment particulier. Ouais, vraiment.
autant niveau physique, c'était impossible de lui gagner le ballon. Il pouvait tout simplement s'appuyer, puis c'était impossible de le contourner. Il était super bon avec son corps, mais techniquement, ce qu'il faisait, les frappes qu'il mettait, la façon qu'il parlait, mais il était capable de reproduire ça. Cette passe-là ou ce contrôle-là, puis c'est classique de dire, c'est facile à dire, mais c'est dur à faire, puis il le faisait, t'es comme, OK. Est-ce que vous sentiez une pression supplémentaire de dire, il y a des ambitions pour nous, mais là, lui, il a passé à 2 doigts de gagner le Ballon d'Or plusieurs années de suite, meilleur buteur du championnat anglais. Ouais. À ce moment-là, il était meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France également. J'imagine que ça doit créer une pression supplémentaire. Oui, il y a une grosse pression où, justement, on voulait lui plaire. J'imagine. Après, il fallait réaliser aussi je pense de son côté aussi que on n'allait pas être capable d'être à son niveau. Les trucs qu'il nous demandait des fois, de dire que, regarde, je suis pas capable de le faire à ton niveau, je fais de mon mieux, je suis juste pas capable de plus. Fait que ça nous pose ou ça nous mettait de la pression de es-tu content avec ce que je fais ou c'est-tu assez ou puis il était très demandant en tant qu'entraîneur parce que comme j'ai dit, il était très compétitif. Lui, il voulait gagner à chaque truc qu'on faisait, à chaque match. Il voulait toujours le meilleur de nous. Mais à un moment donné, quand tu as un groupe jeune, oui, ça met cette pression-là. Il y a la COVID aussi qui est rentrée avec, jouer à l'extérieur, vivre dans un hôtel. Il y avait plusieurs choses aussi. Mais ça fait une période difficile, pas nécessairement avec Thierry, mais avec tout ça, justement, d'aller à l'extérieur, COVID. Puis aussi, lui avait instauré un style de jeu qu'on joue maintenant, ou on joue un peu plus maintenant, qui était vraiment on sort de derrière, on est propre, on joue au ballon. Là. On joue au ballon et non... Il est coaché par Pep, lui. Hein? Ouais. Donc, mais avant ça, avec Rémi Garde, c'était pas nécessairement ça. Donc, c'est lui vraiment qui a amené ce style de jeu-là. Puis quand c'est nouveau, tu le maîtrises pas parfaitement. Bien sûr. Donc, c'était compliqué, c'était difficile pour nous. Fait que ça aussi, ça l'a amené une certaine pression avant, là, dès qu'on sentait le danger, on balançait devant puis on se battait. Et là, c'est pas ça qu'il veut, c'est on sort de derrière puis on prend des risques un peu plus gros, mais là, on peut les payer cash, on peut se prendre des buts. Fait que t'as cette pression-là aussi de performer individuellement, mais collectivement. Mais te connaissant, par contre, dans ton style de jeu, ça devait te plaire. Toi, t'es quelqu'un qui aime quand le ballon circule, qui aime donner le ballon, venir chercher, redonner, bouger. J'imagine un poisson dans l'eau un peu là-dedans? Oui et non. Oui et non, mais malgré le fait que ce fut une année difficile, entre guillemets, pour plusieurs raisons, ça a été une année vraiment enrichissante. Je pense qu'avec Thierry Henry, j'ai appris énormément sur des trucs qui me paraissaient banals, comme tu reçois le ballon au milieu de terrain, mais si tu tournes puis tu fais dos aux joueurs, lui, il voit ça comme un moment de faiblesse, il va le presser. Mais si tu tournes devant lui rapidement puis tu fais face à lui devant toi, t'es face à lui, il va geler devant toi, il va freeze. Parce que là, je sais pas si tu vas aller à gauche ou à droite. Fait que oui, ça peut paraître plus risqué de tourner puis de faire face parce qu'il peut te poker le ballon. Mais en même temps, si t'es rapide puis qu'il poke, toi, tu vas à contresens de ce qu'il a fait. T'es parti, tu sais. Donc, des nuances, des détails, mais qui font toute la différence. Fait que... puis ça a été aussi l'année où Victor Wanyama est arrivé, un joueur désigné, un numéro 6. Donc, ça a fait en sorte que moi, j'ai évolué un peu plus offensif, chose que je connaissais pas trop avant, donc un peu plus en 8. Je pense que lui aimait justement comment je voyais le jeu, puis surtout les efforts physiques que je pouvais faire un peu plus haut sur le terrain, les courses que je pouvais amener pour libérer de l'espace, etc. Puis justement, laisser ce poste de numéro 6 avec Victor. Donc, tu sais, ça a été difficile dans le sens où j'ai perdu un peu mon poste. J'ai un joueur qui arrive comme compétition, joue un poste différent, que je me sens plus ou moins à l'aise, que j'ai pas de référence sur est-ce que j'ai fait un bon match? Est-ce que, tu sais, aujourd'hui, je suis capable de dire est-ce que j'ai fait un bon match parce que j'ai fait ça, ou j'ai pas fait un bon match à cause de ça. Là, tu mets une position différente. Tu sais, c'est quoi mes repères? C'est quoi mon gauge de j'ai bien joué ou j'ai pas bien joué? Fait que ça a été compliqué à ce niveau-là, mais au final, ça a été super enrichissant. Là. J'imagine. Et cette année-là, je pense que tu es assistant capitaine et l'année d'après, tu deviens capitaine. L'histoire des capitaines, on pourra s'en reparler, mais je deviens assistant capitaine avec Victor Wanyama et Kamal Miller en 2021. Donc 2021-2022, on est 3 capitaines. Puis en 2023, l'an dernier, là, je deviens capitaine officiel. Effectivement.
Comment tu te sens quand tu as eu ce brassard-là, qui est là depuis quand même quelques années, une certaine fierté? Oui, c'est sûr que c'est une fierté. Tu sais, justement, j'étais assistant capitaine, mais tu sais, dès ma deuxième année ou ma première année complète en 2018, c'était Nacho le capitaine, Patrice Bernier n'était plus là. Puis si Nacho n'était pas sur le terrain, c'était moi qui avais le brassard. Exact. Donc, tu sais, je me sentais déjà un peu comme un capitaine sans l'être. Finalement, tu fais 2018, 19, 20, 21, 22 sans être capitaine officiel. Tu sais, pour moi, ça change rien, capitaine ou pas. J'ai la même personnalité, j'ai la même relation avec les gens, les joueurs, les coachs, etc. Mais ouais, c'est sûr que quand tu te fais nommer capitaine officiel, tu sais, c'est annoncé, puis tu sais, là, les gens... C'est assumé, c'est accepté. Exactement. Tu sais, là, les gens... Pas le respectent plus, mais tu sais, les gens m'appellent maintenant hey, Capi. Tu sais, puis à chaque fois que quelqu'un dit ça, ça fait chaud au cœur, tu sais, puis ils le disent parce que tu l'es, mais aussi, je pense, parce qu'ils... Ils ressentent, mais ils vivent, tu sais, puis ils les respectent justement, puis sont bien avec ça à tous les départements. Donc, non, c'est cool. Puis, c'est sûr que c'est une fierté. C'est un truc que jamais j'aurais imaginé. Là. Merci. Incroyable. On a parlé du CF. Parlons un petit peu de ta carrière internationale. Bon, tu as fait ta première apparition senior en 2012. Ouais. Peut-être que tu t'entraînais un petit peu avec le club avant, avec le pays avant, mais ton apparition la première fois, c'est en 2012. Tu as été un régulier depuis. Et en décembre 2022, tu as réalisé un rêve que moi et j'imagine beaucoup de jeunes ont eu dans leur vie, participer à une Coupe du Monde. Ouais. Si on regarde un petit peu tout ça, c'est assez impressionnant, l'évolution du foot au Canada dans les dernières années. Nous, on le voit de l'externe. Vous, de l'interne, comment vous le vivez? Est-ce qu'il y a certains déclics? Est-ce qu'à un certain moment donné, vous vous êtes dit, oh, là, on joue dans une dynamique différente. Tu nous parles un petit peu de la Gold Cup 2017. Mm-hmm. Je serais curieux de t'entendre ici sur peut-être le déclic interne ou la perception que vous avez de l'évolution du foot canadien depuis 6, 7, 8 ans maintenant. En toute honnêteté, puis tu sais, aujourd'hui, c'est l'entraîneur de nos ennemis, John Edmund, l'entraîneur de Toronto FC, mais le déclic, ça a vraiment été lui. Ouais. Nouvelle mentalité? Nouvelle mentalité d'être plus sérieux. Tu sais, avant, en toute transparence, aller en équipe nationale, là, c'était pas que c'était des vacances, mais tu sais, tu quittais ton club, t'allais en Floride, tu faisais un entraînement par jour, t'avais le reste de la journée off pour avoir un match 3, 4, 5 jours plus tard. Donc, tu sais, c'était pas... Puis, on était le Canada. On n'était pas le Brésil, l'Argentine avec cette pression-là. Fait que, tu sais, de pas nécessairement performer a tellement été normal, je pense, pour des années que pas plus performer que ça, c'était la norme, tu sais. Puis John Edmund est arrivé... Pardon? Il n'y avait pas d'attente. Exactement, il n'y avait pas d'attente. Puis quand John Edmund est arrivé, c'est vraiment là que les vacances en équipe nationale, c'était fini, là. Terminé. C'est moi, je veux du monde qui sont sérieux. On est là pour travailler toute la journée. On va avoir 2, 3, 4 meetings par jour. On va avoir des meetings de culture, des trucs qu'on va faire tu sais, vraiment là, des journées chargées que tu sors de ce camp-là qui est une semaine du jour, t'es brûlé mentalement, mais tu sais que t'es mieux en équipe. T'es ailleurs, mais t'as augmenté de niveau. Fait que c'est vraiment lui. C'est vraiment lui. Au niveau de la sélection des joueurs aussi, de voir qui est vraiment in, qui est vraiment out. On parlait de la nouvelle génération qu'on a en ce moment. Alphonso Davis, Jonathan David, Tajon Buchanan, Cal Larin qui faisait déjà un peu partie de l'équipe nationale en même temps que moi. Ces joueurs-là sont arrivés. Dans des gros clubs, là. Oui, exactement. Fait qu'il y a ça. Il y a ça qui est arrivé. Puis justement, c'est ça, individuellement, on dirait que les joueurs on a commencé à avoir un peu plus de qualité, de qualité individuelle des joueurs qui jouent dans des gros clubs. Tout simplement de jouer régulier en MLS. T'sais, avant, c'était pas nécessairement le cas. On avait beaucoup de joueurs qui étaient appelés, qui étaient sans club. On appelait ça le Unattached FC. Littéralement. C'est pas normal là, d'avoir des joueurs qui représentent leur pays, qui n'ont pas de club pendant... Des fois, c'était une période d'1 mois ou 2 parce que bon, c'était une question de paperasse. Mais des fois, ça arrivait que c'était des joueurs qui n'avaient pas de club pendant 2-3 mois parce qu'ils étaient en essai à gauche ou à droite. Tandis que aujourd'hui, c'est inimaginable, un truc comme ça. Là. Donc, une question de culture, vraiment. Ouais. Donc, c'est impressionnant. Souvent, en entreprise, on le voit, il peut avoir l'importance d'une culture d'entreprise. Et c'est la culture dans l'équipe qui a totalement changé. J'imagine que le coach également s'est rendu compte de la qualité qu'il avait sous la main, que peut-être d'autres coachs avant
sans rien enlever aux générations précédentes, peut-être que c'était pas le même niveau que maintenant également. Là. Ben, je pense qu'avant, il y avait beaucoup de niveaux. Mais il y avait le désir vraiment de faire quelque chose ensemble. Ouais. Ça, je sais pas. Je sais pas. Et bon, tu as quand même beaucoup de compétitions que tu as participé, je les nomme. 5 participations à des Gold Cup. 2013, 2015, 2017, 2019, pardonne-moi, et 2021. Ouais. Coupe du Monde 2022, on en parlera plus tard. Une Copa América qui aura lieu cet été. Donc, on enregistre, on est au mois de mai 2024. Ça arrive dans quelques 19 juin, je pense, ou 20 juin, le premier match contre l'Argentine. Exact, un deuxième match contre Messi. J'ai hâte qu'on en parle plus tard. On parlait de la fierté que tu as eue à ton premier match avec le CF Montréal. Ça t'en a même rendu malade. La fierté de jouer avec l'équipe canadienne, c'est quoi la différence un peu? Pas qu'il y en a. Il y en a pas qu'il y en a pas, je veux dire. Dans le sens où, pour moi, un match de foot reste un match de foot. Bien sûr. Puis surtout, tu représentes ta ville, l'autre, tu représentes ton pays. Donc, c'est sensiblement la même chose. Mais c'est juste, c'est plutôt le fait d'être convoqué, d'être appelé, puis de faire partie de l'équipe qui va disputer, là, par exemple, je m'apprête pour quitter pour des matchs contre les Pays-Bas puis la France, c'est des gros matchs. C'est jouer en Europe, là. Exact. Donc, d'être choisi pour représenter ton pays, pour moi, ça signifie que au jour le jour, tu fais bien. Fait que tu performes autant aux entraînements que dans les matchs. Depuis autant longtemps. Ouais. Ça, c'est ce qui me rend le plus fier, c'est la constance. T'sais. 12 ans. Ouais. C'est exceptionnel. Fait que ça fait en sorte que... Tu sais, je le sais que ça fait longtemps que je fais partie de la sélection, autant à Montréal, que ça fait longtemps que je suis au club, ou la sélection nationale que je suis appelé, mais dans les deux cas, j'en ai vu des entraîneurs, il y a eu beaucoup de changements, puis à chaque fois, je me fais appeler. C'est pas parce que je suis un bon gars, c'est pas parce que j'ai des secrets gardés sur ces entraîneurs-là. Quoi. Ça veut dire que, d'une part ou d'autre, je fais quelque chose de bien qui s'est apprécié des entraîneurs. Puis, c'est pour ça que je me fais appeler. Donc, puis je le sais que il y a certaines personnes, ou peu importe, les gens peuvent penser, on peut-tu passer à autre chose? Ça fait assez longtemps qu'il est là, pour X, Y raison. Mais, si je suis encore là, c'est ça, c'est que je fais quelque chose de bien. Là. Non, effectivement. En mars 2021, s'amorcera une des périodes les plus impressionnantes dans l'histoire du foot masculin au Canada. Donc, pendant 12 matchs lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, toi et tes coéquipiers, vous engendrez 8 victoires, 4 matchs nuls, aucune défaite pour terminer au premier rang de la section CONCACAF. Félicitations. Oui, merci. Il y a des matchs qui ont marqué notre imaginaire, comme ceux joués contre les États-Unis, je crois bien, à Hamilton. Exact. Il fait -6. Ouais. Vous jouez également contre le Mexique en Alberta. Il fait -9. Ah, je pense qu'il faisait plus que ça. Moins que ça, plutôt. Okay, il faisait un bon pire. -20, là. Un moins, okay. moins 15, peut-être au ressenti, c'est encore pire. Vous marquez des buts, vous sautez dans la neige. Bref, c'était exceptionnel. C'est des images qui ont fait le tour du monde. On vous sentait invincible. Ouais. Il y avait une confiance qui se créait, une confiance qui s'installait dans le groupe. Peut-être tu peux nous parler un peu de ce groupe-là? Oui, on avait cette confiance-là. Puis cette confiance-là n'est pas arrivée du jour au lendemain. On parlait de culture tantôt. Ça s'est vraiment bâti là, de jour en jour, de camp en camp, de projets, tournois, matchs. Plus qu'on enchaînait les matchs, plus qu'on vraiment trouvait notre identité sur le terrain, mais surtout à l'extérieur du terrain. Fait que, on se présentait à un match, puis on était tellement unis, autant les joueurs qui jouaient que les joueurs qui jouaient pas. Moi, dans ces 12 matchs-là, j'ai pas participé à beaucoup de matchs. J'étais là pour tous les matchs, à part les derniers où je m'étais blessé. Justement, je m'étais blessé dans un match de qualification au Honduras, qu'on gagne là-bas, justement. Mais on était tellement soudés, unis, que au final, t'affrontais pas juste 11 joueurs. T'affrontais 23 joueurs, plus les 15 staffs qu'on avait. Puis on savait qu'on allait trouver une manière de gagner. On était tellement bien aussi préparés tactiquement que c'était clair. Fait que non, on avait vraiment... Sentiez-vous le pays derrière vous un peu? Ouais, vraiment. On sentait que le pays était derrière nous. On sentait que, oui, c'était notre rêve de se qualifier pour la Coupe du Monde, mais que le pays embarquait vraiment, puis que, il était avec nous là-dedans, puis c'était leur rêve à eux aussi. On avait l'impression, justement, que les gens de l'extérieur avaient le goût de sauter sur le terrain pour nous aider tellement qu'ils étaient derrière nous. Là. Fait que, ça a fait en sorte que, au final, c'était vraiment tout le Canada contre les 11 joueurs qu'on affrontait. Là. Et bon,
le 27 mars 2022, après une victoire de 4-0 sur la Jamaïque, le Canada se qualifie pour la première fois en phase finale de Coupe du Monde depuis 1986. 5 jours plus tard, vous apprenez que vous allez jouer contre la Croatie, la Belgique ainsi que le Maroc. La dimension change, là. Là, on va jouer contre les Modric, on va jouer contre les Kevin De Bruyne. Comment vous vous sentez à ce moment-là? Déçu d'être dans un groupe qu'on qualifie quasiment le groupe de la mort ou d'un autre côté, excité de jouer contre ces joueurs qui ont tous marqué notre imaginaire? Bah, moi, personnellement, à ce moment-là, quand ça sort, je suis juste excité. Là. Je suis bien plus excité, enjoué de jouer contre ces équipes-là. Puis justement, de potentiellement prouver quelque chose contre ces équipes-là. J'imagine. Qu'on est capable de passer au prochain tour, de bien performer, etc. Que de jouer, au mondial, on va se dire, il n'y a pas de petite équipe. Ben non. Mais comme tu dis, d'être peut-être dans le groupe de la mort ou presque. Quasiment, hein, littéralement. Fait que, au final, tu regardes le résultat, Maroc s'est rendu hyper loin, Croatie hyper loin, la Belgique un peu moins, mais quand même, la Belgique sur papier était incroyable. Ouais. Fait que, j'étais quand même très, très excité d'avoir ces équipes-là dans le groupe. Là. Et bon, 23 novembre, ça débute contre la Belgique. Très bon match que le Canada joue. Super bon match. Vous avez raté meilleur match, je pense. Meilleur match, je pense bien. On y croyait quasiment. Ouais. Davis rate un penalty. Finalement, vous perdez le match. Mais tout de même, une belle expérience. Par la suite, vous jouez votre deuxième match contre la Croatie. Et là, après quelques secondes, vous marquez un but. Je pense qu'après 30 secondes. Ouais. Et là, on est tous devant notre télé. On se dit, ça y est, c'est commencé. On va se qualifier. Exact. Finalement, en deuxième mi-temps, on a vu qu'est-ce que les Kovacic, Modric de ce monde sont capables de faire quand ils prennent le match en main. Vous perdez tout ça 4-1. Même si ça ne se déroule pas comme vous le désirez, j'imagine que ça doit être une expérience exceptionnelle. Peut-être des anecdotes pour nous un peu? Des anecdotes. Rien de spécial. Parce qu'au final, le foot reste le foot. C'est sûr que, comme tu dis, c'est dans une autre dimension où là, tu affrontes les Kovacic, les De Bruyne, les Lukaku. Puis t'es comme, wow, OK, c'est malade. Est-ce que tu sens, en les regardant jouer, que c'est littéralement un autre niveau où c'est des petits détails, des petites nuances qui font toute la différence? C'est quoi la grosse différence que tu vois? C'est dur à dire, parce que moi, je l'ai vu de l'extérieur. Bien sûr. Mais... c'est vraiment, moi, un qui m'a vraiment impressionné, c'est Kovacic. Oui. Juste sa rapidité de pied. Il a joué un grand match contre vous. Ouais, non, vraiment. Ben, je pense que le milieu de terrain, lui, Brozovic, Modric ont été c'est pas des petits noms non plus, là, ont été brillants contre nous, mais juste de voir les choses avant, la rapidité de sortir dans des petits espaces, de toujours avoir une solution. C'est vraiment ça qui m'a surpris, puis c'est justement ça que je pense qui font la différence. T'sais, au final, on est tous capables de frapper un ballon, on est tous capables de faire une tête, de courir par en avant, là, mais c'est vraiment plus ici de à quel point tu vois le jeu avant, comment tu te positionnes. Ces trucs-là qui m'ont vraiment marqué. Là. Puis tu sais, le niveau est pas... le niveau est grand, oui. Mais tu regardes le match qu'on a fait contre la Belgique où je pense qu'on doit remporter ce match-là. Surtout si on met le penalty, peut-être que ça change la donne. Ben, tu te dis, t'es un gars comme De Bruyne qui, dans ce match-là, n'a pas nécessairement connu un gros match. Lukaku non plus. T'sais, vous avez rivalisé contre eux. Exactement. Puis tu te dis, tu passes à deux doigts de gagner ce match-là. Au final, tu le perds. Ben, c'est ça qui fait la différence. Bien sûr. C'est ça. Ouais. Et bon, tu me disais avant le podcast... Tu as été déçu de ne pas jouer. Je pense que beaucoup de gens ont difficilement compris pourquoi on t'a pas fait jouer quelques minutes au moins le dernier match quand tout était déjà réglé. On le savait que vous n'alliez pas vous qualifier. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des explications? Est-ce qu'on t'a dit pourquoi ou on t'en a jamais parlé? Non, on m'en a jamais parlé. Non, on m'en a jamais parlé après, mais avant, on m'avait expliqué que, regarde, contre le Maroc, on est déjà éliminé, mais avec mon 11 de départ, je veux y aller avec, on parle de milieu de terrain, ma position, avec des milieux de terrain qui sont un peu plus offensifs. Donc, on avait fait jouer Osorio avec Marc-Anthony Kaye, qui, oui, sont plus offensifs que moi.
Il dit, regarde, on est éliminé, mais on va aller pour la victoire. On veut au moins remporter un match. Nanana. Pas de problème. Moi, je respecte ça. Quand c'est expliqué, puis ça fait du sens. Que je sois d'accord ou pas, il n'y a pas de problème. Je suis capable de respecter des décisions. Fait qu'il n'y avait pas de problème là-dessus. Puis là, plus que le match allait, on tirait de l'arrière. Tu veux aller chercher ce deuxième but-là pour égaliser ou même le troisième pour gagner le match. Je comprends que je suis une option un peu plus défensive. Fait que, tout ça fait du sens de pourquoi je suis pas rentré dans ce match-là. Après, il y a des gens qui vont dire oui, mais gagner ce match-là ou pas gagner, il n'y avait aucune différence. Je le comprends aussi. Donc, il y a plusieurs ou il y a deux opinions de c'est pas grave, tu aurais pu jouer quand même, ça n'aurait rien changé, ou si tu veux chercher la victoire, c'est peut-être pas toi l'option première pour aller chercher un résultat quand c'est de l'arrière, ce qui est aussi très comprenable et qui fait du sens. Fait que, il y a deux écoles de pensée sur ce point-là. T'es sûr? Grosse déception dans ta carrière? J'étais super déçu. Je l'ai pas dit à grand monde, mais je vais dire au podcast, après le match, t'es éliminé, on savait déjà, mais je suis arrivé dans la douche, je commençais à pleurer de dire, j'ai cette chance-là de représenter mon pays à la Coupe du Monde, qui est le rêve de, comme on parlait tantôt, de pas mal tous les joueurs de foot. Donc, d'un côté, je me sentais mal de me sentir mal, mais de l'autre côté, j'étais hyper déçu parce que je savais qu'après, comme en ce moment, presque 2 ans, 1 an et demi plus tard, on en parle de la Coupe du Monde, puis c'était comment, puis ces joueurs-là, c'est quoi? J'étais là, mais j'ai pas participé, tu sais. C'était comment la Coupe du Monde? C'était-tu impressionnant de jouer contre ces joueurs-là? Ouais, c'était vraiment cool, tu sais, super belle expérience, mais je sais pas, j'ai pas joué, j'ai pas foulé le terrain. Concrètement, je peux pas te le dire. Tu sais, au final, j'ai participé à une Coupe du Monde, mais j'ai pas joué. Fait que, tu sais, c'est comme un petit astérix qui va rester avec moi pour toujours. Après, il y en a une qui s'en vient en 2026. Exact. Partie remise. Partie remise, on l'espère. On travaille pour, ça, c'est sûr. Tu vas avoir 31 ans à ce moment-là. Tu vas être encore... je pense que je vais être encore dans plus haut de ton calibre. Ouais, je pense que oui. En tout cas, je fais tout pour. Ouais, et j'imagine que tu vas avoir la chance. Là. On l'espère, on verra bien, mais c'est ça. Fait que, mais pour l'instant, c'est ce qui reste avec moi. Bien sûr. C'est sûr. Bon, peut-être pas de Coupe du Monde, peut-être que tu joues pas contre Kovacic ni contre Modric, mais tu joues contre Messi. Ouais. Tu joues contre Messi 11 mai 2024 lors du tirage avec les arbitres. C'est toi et Messi, les 2 capitaines de chaque équipe. Bon, il y a une frénésie dans la ville. Messi, il se déplace dans n'importe quelle ville. Tout le monde court après lui, remplit les stades. Toi-même, tu dis que c'est le meilleur joueur de tous les temps. Ouais. Tu le dis en entrevue. Si on t'avait dit un jour que tu jouerais contre Messi, y aurais-tu cru? Sûrement pas. Non. Ouais. Moi qui ai grandi en tant que fan de Barcelone, je regardais les matchs d'avoir vu ce qu'il a fait autant que Barcelone, l'Argentine, gagner la Coupe du Monde, justement, quand on y était, tout ça, de dire un jour tu vas jouer contre ce joueur-là, j'aurais pas cru. Ouais. Après, je comprends que la MLS a ce cachet-là d'amener des joueurs, des gros joueurs, que ce soit en fin de carrière. C'est pas un secret pour personne, comme Messi, Busquets, Suarez, comme l'a fait Ibrahimovic, Wayne Rooney, David Villa, etc. Donc, oui, j'y aurais peut-être cru dans un scénario comme aujourd'hui, mais de dire tu vas l'affronter, puis lui, il va être au Barcelone. Ou, on se comprend. Mais il y a encore un bon niveau quand même. Vraiment. Puis tu vas le réaffronter bientôt, on en parlera. Bon, c'est comment jouer contre lui? Parce que vous étiez quand même dans des endroits du terrain similaires. Là. Il y a eu quelques duels que vous étiez un contre l'autre, donc tu as été capable de le voir de près. Je pense que le match a bien été. Messi est connu pour un joueur qui marche beaucoup, qui analyse beaucoup, puis ce fut ça pendant le match. Mais de le vivre vraiment à côté de lui, de voir à quel point il marche, c'est exceptionnel. Mais quand il ouvre la machine, ce qu'il a fait à la fin du match où il s'est créé 2-3 occasions pour lui-même, puis après, quelques passes, tu te dis, OK, c'est un autre niveau, ça y en prend pas gros. Il y en a des joueurs comme moi, par exemple, que plus que tu touches au ballon, plus que tu es impliqué, plus que tu prends confiance, puis mieux que tu es dans le match. Ouais. C'est fou de voir à quel point lui, il n'a pas besoin d'être impliqué, puis une action, boum, peut faire la différence. Fait que ça a été vraiment impressionnant. Quand il accélère, même à 36 ans, c'est dur à rattraper. Il est tellement bon avec ses bras, son corps pour faire en sorte que
puisse pas justement poker le ballon. Ouais. Fait que non, vraiment, vraiment impressionnant. Mais tu sais, sur le terrain, il a l'air de rien. Tu sais, normal, 7, quand même assez petit. Ouais. Il marche beaucoup. C'est ça, c'est pas quelqu'un qui a une grosse activité. Fait que tu dis, tu l'as toujours en tête, mais il disparaît un peu du jeu. Fait que tu fais ton match, mais quand tu arrives devant lui, là, on dirait que c'est là. Pas que tu as 2 trucs qui te passent par la tête, mais je veux pas me faire battre. Il y a plusieurs trucs qui se passent dans ta tête, je pense, mais je veux pas me faire battre, fait que je veux pas être trop agressif, ou à l'inverse, je veux être agressif pour lui montrer que je suis là, mais je veux pas le blesser non plus. Puis je veux pas avoir l'air fou non plus, tu sais, fait qu'il y a plusieurs trucs que tu dis, comment j'approche ça, tu sais, fait que c'est quand même assez dur, là. Tu vas le réaffronter bientôt dans quelques semaines. Ouais. Est-ce que tu es déjà en train de penser un petit peu à comment que l'équipe doit se préparer en conséquence? Parce que j'imagine pour beaucoup de joueurs de l'équipe, ça va être la première fois, là. Ouais, pour certains, ça va être la première fois. Après, tu sais, oui, Messi, c'est particulier. On a des consignes particulières pour lui, mais ça peut pas être juste autour de lui, surtout si t'affrontes l'Argentine. J'imagine. Fait que c'est ça le truc, là. Puis peut-être juste pour terminer sur ce point-là, tu as des petites anecdotes en fin de match? Tu étais capable de peut-être parler un peu avec lui, prendre une photo, quoi que ce soit, échanger un maillot? J'ai essayé. Pour le maillot, en fait, on s'est croisé du regard. Je lui ai demandé. Il m'a dit oui, pas de problème. Il m'a dit pas de problème, on le fait à l'intérieur. Mais nous, à la fin du match, on fait toujours le tour du stade. Il fait le tour du stade, rentre dans le vestiaire, puis là, il était plus dans le couloir. Fait que j'ai pas eu la chance. Mais sinon, une anecdote, il y en a 2 où juste avant, dans le tunnel, avant de sortir, tu sais, en espagnol, bonjour, ça va, tout va bien. Puis, tu sais, normalement, je suis quelqu'un qui, pas qui bouge, mais tu sais, que je parle avec mes joueurs, peu importe. Puis là, j'étais vraiment comme figé, puis je sais pas, c'était vraiment. On freeze, hein? Ouais, on freeze un peu, veux pas, tu sais, quand t'es près d'un de tes idoles. Fait que c'était particulier. Puis, il y a un autre moment sur le terrain où j'ai le ballon. Il est pas loin de moi, puis je fais un long ballon qui passe très près de lui. Puis il me regarde en voulant dire hey, t'as quasiment me frappé. Puis j'ai dit j'ai manqué ma passe, puis là, il est parti à rire. OK. Fait que ça, c'était cool. Mais puis il y a quelques personnes qui m'en ont parlé, qui l'ont remarqué. Oh, wow. Mais sinon, tu sais, super bon gars. On a jasé avant le match un peu, après le match, quand coup de sifflet, puis on s'est salué. Fait que ça me paraissait être une super bonne personne, là, vraiment. Ben, c'est ce qui dégage. En tout cas, c'est assez exceptionnel d'avoir vécu ça. Sam, on arrive un peu à la fin du podcast. L'objectif avec le balado Histoire de foot, c'est de retracer des carrières exceptionnelles, ce que tu vis, ce que tu continues à vivre, puis ce qu'on espère te voir continuer à faire pour les prochaines années. Mais il y a des plus jeunes qui vont nous écouter aujourd'hui, qui vont vouloir vivre une carrière similaire à la tienne. Ce serait quoi les conseils que tu donnerais à la plus jeune génération qui aspire à devenir joueur de foot afin qu'eux connaissent aussi une histoire de foot exceptionnelle comme la tienne? Ça, c'est une bonne question qui revient souvent. 3 trucs, 2 trucs peut-être? Il n'y a pas de recette magique dans le sens où, tu sais, moi, je suis parti, j'ai grandi ici à Montréal, je suis parti en Europe, puis je suis revenu ici à Montréal. Il y en a qui prennent le chemin des collèges américains, de l'académie. Tu sais, il n'y a pas un chemin. Ouais. Donc, tu sais, on parlait tantôt moi, là, c'est vraiment en Europe que je vais aller. Tu sais, oui, c'est bien, mais c'est pas nécessairement ça la clé du succès ou la recette du succès. Donc, le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment d'être ouvert d'esprit puis d'être à l'écoute surtout. Tu sais, d'être à l'écoute de vos entraîneurs, là, peu importe qui nous écoutent, ou même les parents, ou tu sais, d'être à l'écoute parce qu'il y a toujours quelqu'un de mieux placé que toi pour te partager soit une expérience, comment que ça se passe pour de vrai, que ce soit un agent, que ce soit un coach, que ce soit un parent qui l'a vécu. Tu sais, justement, moi, je me place dans cette situation, je me mets dans cette position-là où des fois, il y a des parents qui me posent la question, comment que c'est en Europe? Parce que mon enfant devrait... Tu sais, pas nécessairement, tu sais. Parce que moi, je l'ai vécu, fait que je suis mieux placé pour dire. Pas se mettre de lunettes roses, là. Exactement. Que penser que tout est mieux ailleurs. Exactement, c'est ça. Fait qu'il y a ça. Pour les athlètes en soi, les joueurs, d'être à l'écoute de vos coachs. Moi, je pense que c'est ça qui m'a aidé. Puis je pense que c'est le fait que je connais encore du succès. J'ai eu beaucoup de coachs, beaucoup de styles différents, des philosophies différentes. J'ai toujours été à l'écoute et discipliné de
d'être ouvert d'esprit, d'être réceptif à ces changements-là, puis de m'adapter moi, et non justement d'avoir une attitude où non, mais moi c'est moi qui connais tout, je suis professionnel ou j'ai fait ça, nanana, tu sais. Ça, moi, cette attitude-là, je suis pas pour ça. Fait quoi, puis ça s'applique autant chez les jeunes, tu sais, des fois je fais des visites d'école avec le club, puis c'est ce que je mentionne, là. Écoutez vos entraîneurs, écoutez vos professeurs, là. Vos professeurs vont peut-être être durs avec vous. Ils ont l'expérience. Mais au final, là, ils ont l'expérience, puis ils veulent votre bien, là. Bien sûr. Puis ils en savent beaucoup plus que vous, là. Vos professeurs ont 30, 40, 50 ans, vous en avez 10, 15 ans, là. Tu sais, fait que pensez pas que vous savez tout, puis ça s'applique encore à moi aujourd'hui, là. Je vais avoir 30 ans, mon coach aujourd'hui, que ce soit Laurent Courtois avec le CF Montréal ou Jesse March maintenant avec Canada, ils ont beaucoup plus de vécu que moi, ils ont beaucoup plus de connaissances, ils en ont vu d'autres, là. Fait que tu sais, d'être ouvert à ça. Puis je parlais de discipline, pour moi la discipline c'est hyper important, la discipline autant sur le terrain, de ce qu'on te demande, à l'extérieur du terrain. Au final, si tu commences à faire un peu n'importe quoi puis tu penses que ton talent est suffisant, c'est pas assez. Fait que discipline / travail va ensemble pour moi, là. Fait que de toujours être à la recherche de qu'est-ce que je peux faire de plus, est-ce que je peux demander à un entraîneur tel conseil. C'est ça, d'être ouvert d'esprit, d'être discipliné, d'être à l'écoute. Pour moi, c'est vraiment le plus important. T'écouter, là, depuis tout à l'heure, c'est cette humilité-là d'écouter les coachs, d'écouter les gens qui ont plus de vécu. Samuel Piette, merci. Merci de nous donner ces bons moments-là avec le CF Montréal, avec l'équipe canadienne. Merci de prendre du temps aujourd'hui avec nous. Je pense que toi, tu dis qu'on doit écouter nos coachs, qu'on doit écouter les profs. Je pense que les jeunes qui nous écoutent doivent écouter Samuel Piette. Tu l'as le vécu, tu l'as l'expérience. Donc, je te remercie beaucoup pour ça. C'est à toi. On souhaite un bon succès pour le reste de la saison avec le CF Montréal. Et on vous souhaite un bon succès à la Copa América, qui, encore une fois, vous allez affronter des grandes équipes. Je pense que ça risque d'être une très belle expérience pour vous. Ouais, je pense aussi. On a très hâte. C'est des beaux trucs qui s'en viennent, là, autant au niveau avec le CF Montréal, une belle saison. On a bien commencé, un moment un petit peu plus difficile en ce moment, mais on a une super belle équipe. Team Canada, des changements, Copa América. Donc, un gros merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir de partager ça. Sam, merci beaucoup. Merci à toi.